Voilà, nous voilà. Salut Julien, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Salut William. Comment vas-tu? Ça va pas mal, écoute. On fatigue un peu, mais Ah bon, j'imagine il paraît, j'imagine que tu sais de quoi je parle. ouais, Claire me disait exactement la même chose, que apparemment, il y a un emploi, il va se passer quelque chose dans l'actualité américaine dans les semaines qui arrivent. J'ai comme le sentiment que vous êtes pas mal occupé en ce moment. Je me trompe? On est tellement bombardé qu'on sait pas, on n'a pas le temps de voir venir en fait. Donc je sais pas très bien ce qui nous attend, mais on prend au jour le jour. Ouais, non, mais tu sais, ce jour le jour, c'est pareil. Nous aussi, à notre petit niveau, hein, évidemment, on ne travaille pas pour l'IB. À notre petit niveau, on essaye de faire de la programmation d'émissions, mais c'est l'enfer. Et je tiens à le dire que c'est encore pire en termes de programmation, la campagne Kamala Harris que la campagne de Trump. La campagne de Trump, on a une idée en avance à peu près des événements, etc. Mais la campagne de Kamala Harris, c'est impossible en termes de communication. Mais j'en parlais avec des journalistes locaux, par exemple hier à Pittsburgh, qui, la veille de la venue de Obama, ont été prévenus par la campagne qu'il venait, mais sans indication de lieu et d'heure, la veille. Et c'est du coup C'est ça. super Ouais. dur pour programmer. Donc j'imagine pour vous, sur le terrain, ça doit être l'enfer, hein. Bah, c'est un peu, j'imagine que Claire a dû te dire des choses un peu analogues, mais on se croise d'ailleurs de temps en temps, on se retrouve au même endroit, au même moment, enfin, un peu au hasard des meetings et des actus, mais c'est vrai qu'on a rendu à se dire qu'on va aller dans un état où ça se joue, un swing state, pour faire un certain nombre de choses. Et puis en essayant de rester suffisamment longtemps, d'être assez occupé pour rester suffisamment longtemps, pour se dire que de toute manière, comme ça fait partie des 7 États en gros où les campagnes sont en rotation permanente, on va finir par en croiser une à un moment ou à un autre. Donc voilà, là je reviens de Caroline du Nord, avant j'étais en Pennsylvanie. À chaque fois, au moment où je décide d'aller là-bas, c'est pour évidemment réaliser des reportages, travailler sur des sujets précis. Euh, mais je sais que, enfin, en tout cas, je fais le pari, à chaque fois ça se vérifie, que sur les 4, 5, 6 jours que je vais y passer pour mettre en boîte un, 2, 3, 4 sujets, à un moment donné, l'une des campagnes va marquer l'arrêt quelque part dans l'État, ce qui n'est pas d'ailleurs par ailleurs, on parle de deux grands États d'ailleurs, Ouais, la la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, Pennsylvanie. ouais, c'est quand même, Par ailleurs, pas c'est nécessairement du tout là forcément je me trouve. Voilà. ouais, ouais, ouais. Et puis Et je en pense plus, qu'avec Claire, on s'est retrouvés dans le même meeting de Trump, enfin le même town hall de Trump à Fayetteville la semaine dernière en Caroline du Nord, sans se croiser d'ailleurs, parce que c'était un peu difficile de, à la fois circuler, même de communiquer, parce que le réseau était un peu en rade. Euh, mais avec Claire, je pense qu'on était tous les deux tout à fait ailleurs en Caroline du Nord et on a dû se déplacer sur Fayetteville pour croiser la route du cirque Trump. ouais, et en plus de ça, en plus de la campagne, et au milieu de tout ça, vous avez eu quand même la catastrophe, les catastrophes de l'ouragan Eileen, donc Hélène, qui est passée Géorgie et Ouais. surtout Caroline du Nord. Donc j'imagine que ça a dû Ouais. aussi bouleverser ton emploi du temps électoral, non? Bah, là, en l'occurrence, de fait, je devais partir en Caroline du Nord pour, encore une fois, pour travailler sur d'autres sujets, principalement sur la question du vote rural, qui est un sujet qui est d'autant plus central en Caroline du Nord, que c'est le deuxième État le plus rural des États-Unis, et donc le plus rural des swing states. Il y a un tiers à peu près de la population qui vit ni en ville ni dans leur périphérie. Mais en fait, j'ai vu ce qui se passait. Il se trouve que j'ai des amis qui vivent dans la région qui a été la plus touchée, dans l'ouest de l'État, dans les montagnes, donc les Smoky Mountains, le pied le petit bout des Appalaches qui passe par la Caroline du Nord, à la frontière avec le Tennessee. Mes amis ont eu beaucoup de chance, puisque la plupart des villages, des villes, des petites villes autour dans les montagnes ont été totalement balayés. Eux s'en sont tirés à bon compte, sans l'électricité, sans réseau mobile pendant 2 jours, sans l'eau pendant quelques temps. Mais du coup, à la fois connaissant la région, étant en contact avec eux, j'ai vu en fait assez vite l'ampleur de ce qui se passait. Donc j'ai accéléré mon départ en fait. Je suis parti assez vite. C'était un petit défi logistique d'arriver sur place parce que c'est un moment où Asheville était vraiment encore quasi coupé du monde. Asheville et ses environs. Et du coup, j'ai passé 3 jours de plus sur place. Enfin, je suis arrivé 3 jours plus tôt pour essayer à la fois de prendre la mesure et de rendre compte des ravages qu'avait semé
l'ouragan, Helene, qu'on a presque oublié, recouvert par par 1000 tonnes depuis. Milton, ouais. Mais c'est qui sont des ravages dont on n'a pas tout à fait fini encore, ça fait maintenant presque 2 semaines, de prendre la mesure et de cerner les contours parce que c'est à la fois, épouvantable et sans précédent et ça frappe une région où beaucoup de communautés et certains à dessein viennent vivre dans les montagnes relativement coupées, du monde déjà à l'année et donc Ouais. si vous rajoutez là-dessus des glissements de terrain, des torrents de boue et cetera, il est tout à fait possible que les secours n'aient pas encore complètement réussi à cartographier en fait tous les dégâts et à reconnecter, toutes les communautés qui ont été ciblées. Il y a des endroits, il y a une parce que j'avais rendu la visite à mes amis qui vivent là-bas, cet été, il y a une petite ville qui s'appelle Marshall, qui était une petite ville un peu bohème, dans la dans la montagne à une trentaine, quarantaine de kilomètres d'Asheville, où il y avait, qui était connu, où il y avait un endroit où il y a de la musique, des jam sessions et cetera, où j'avais été écouter de la musique, plusieurs soirs, il y a il y a 2 mois. Je suis retourné là, dans pataugeant dans une boue dont on a appris après coup qu'elle était toxique, parce que des produits chimiques se sont déversés dans la rivière. Ouais. Hem et l'endroit en fait que j'ai où j'étais assis, où j'ai filmé, des super musiciens en train de jouer du bluegrass, au mois d'août n'existe plus. Ce n'est pas qu'il est endommagé, ce n'est pas qu'il est, mal en point, c'est qu'il n'est plus là. Il fallait vraiment que je regarde sur Google Maps pour voir: «Ah bah oui, c'était là Ouais. et il ne reste rien». On a vu quelques images que Claire a partagé avec nous, vu qu'elle était aussi en Caroline du Nord, et c'est clair que euh, l'ampleur des dégâts sur les terrains, mais on est parti sur des mois, voire des années de reconstruction, hein. Oui et puis il y a des endroits où ça ne repoussera pas parce que les bourgades sont tellement ravagées que les efforts que ça nécessiterait pour les communautés en question de rebâtir ce qu'ils avaient construit, que ce soit leur logement, leur commerce, tout ce qui structurait la vie locale, en fait, ça prendrait tellement de temps à vivre dans un environnement qui a été complètement dévasté, qui a été que c'est plus simple pour les gens de prendre l'argent, des assurances, l'aide fédérale et d'aller reconstruire quelque chose ailleurs. Pourquoi voulez-vous vivre dans un environnement comme ça? Enfin, est-ce que c'est même possible, pendant si longtemps de passer autant de temps dans des environnements enfin, dont la géographie, même dont la topographie, en fait, a changé? Et et tous ces efforts, pourquoi? Pour reprendre un ouragan, pour reprendre des pluies diluviennes Ouais, exceptionnelles, puisqu'on sait que maintenant l'exceptionnel va devenir l'ordinaire, hélas, ouais, ouais. pour, On et l'a ce vu qui avec est la ce Floride, qui est on a particulièrement suivi saisissant Milton, c'est le cas aussi, ouais. absolument. Alors mais ce qui est saisissant, c'est que et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi en examinant la question de la juillet. J'avais couvert d'autres désastres. Il se trouve que pour moi, c'était aussi, un cas rare de couvrir une catastrophe de cette nature sur un terrain qui m'était familier, en fait, dans une ville et une région qui m'était aussi familier, donc de mesurer aussi d'autant plus fortement, en fait, l'empreinte du désastre. Hem, mais ce qui est frappant dans le cas d'Asheville, c'est qu'à l'inverse, la Floride a toujours connu les ouragans, les plaines ont toujours connu les tornades, l'Ouest a toujours connu la sécheresse. Ce à quoi on assiste, c'est une accélération, une amplification de ces phénomènes qui les rend à la fois plus récurrents, plus violents dans des régions qui étaient déjà frappées. Heu, Ouais, et puis là, parce que là, on est le dans des zones de montagne, même au niveau de la Caroline du Nord, hein. Là, ce qui est saisissant, c'est que Asheville, c'est une ville qui était en plein boom depuis un certain nombre d'années pour, à la fois sa scène artistique, la beauté, de l'environnement naturel, le fait que c'est une ville qui est très bien desservie, qui est à la croisée de plusieurs, à la fois d'autoroutes, qui a un aéroport, où il est facile de se rendre. C'est une ville splendide, posée au milieu des montagnes avec tout un tas de choses assez attrayantes qui sont accessibles, mais c'est une ville qui était aussi marketée ces dernières années comme un havre climatique. Donc un endroit où vous étiez à la fois enfin loin des grands feux à l'ouest, protégé des tornades des plaines par les montagnes, à 600 kilomètres de la côte la plus proche, en Caroline du Sud, encore plus loin des côtes de Floride et du Golfe, qui sont les plus, fréquemment frappées par les ouragans et donc ce qui est peut-être le plus marquant, en fait, dans le désastre d'Aline, au-delà de la dévastation que ça semait, du fait que c'est
l'ouragan, le plus meurtrier depuis Katrina, et on n'a pas encore fini tout à fait d'en dénombrer les victimes. Ouais. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que ça frappe à un endroit qui se croyait protégé, et ça dit, au fond, qu'il n'y a plus de région, il n'y a pas d'endroit qui soit protégé, en fait, de ces phénomènes climatiques extrêmes qui sont alimentés, attisés et rendus de plus en plus fréquents par le changement climatique. Avant de passer dans c'est super intéressant et vraiment ce sont des problématiques qui vont devenir de plus en plus importantes et qui, en plus de ça, sont, souvent, ignorées. On le dit, on a fait des tas d'émissions sur les sujets importants qui préoccupent les Américains, qui vont de l'inflation, l'emploi, la sécurité à la frontière, l'avortement, la démocratie. Et jamais, au grand jamais, dans le top 5, voire dans le top 10 des sujets importants, tu as toutes ces questions environnementales. C'est une grosse différence avec l'Europe, par exemple, où c'est vraiment au cœur en tout cas du discours politique. Là, finalement, c'est un sujet qui va, je ne sais pas comment il va peser, il va peut-être peser de la pire des manières d'ailleurs dans cette élection, mais c'est un sujet qui va s'imposer au cours des années parce que de plus en plus d'Américains vont devenir des réfugiés climatiques, c'est certain. Ça, c'est un fait. Et donc là, l'angle qui a été mis en avant pour parler de ces catastrophes, c'est celui des mensonges de Trump en particulier, mais on a vu toute sa chambre d'écho, MAGA, Fox News, etc., qui a utilisé cette opportunité en se disant, bah, tiens, on va transformer l'ouragan en October Surprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti sur le terrain? C'est quoi ton analyse de ça, de la portée? Depuis 2 jours, ça a mis du temps, mais depuis 2 jours, nous, on a remarqué ici, en suivant, y compris Fox News d'ailleurs, qu'il y a une démarche un peu plus offensive de venir dire non, non, on l'a entendu aussi chez Biden, tous les jours d'ailleurs, non, Trump a menti. J'ai vu qu'aujourd'hui, la campagne Kamala Harris a préparé une publicité dans ce sens-là, que c'était un menteur et qu'à cause de ces mensonges, une partie de la population n'a pas pu avoir accès à des aides dont elle pouvait bénéficier. Comment tu as ressenti ça sur le terrain? Est-ce que tu as ressenti quelque chose, cette arrivée de Trump dès le lendemain, hein, en Géorgie, il était très très tôt, alors que tout le monde disait non, ne venez pas nous encombrer dans nos travaux. Lui, il n'en a rien eu à faire. Il est allé en Géorgie. Comment sur le terrain, peut-être tu vas me dire, bah, personne n'en parlait parce que tout le monde était occupé à faire autre chose, mais comment pour toi, dans cette fin de campagne, cette récupération de cette catastrophe par Trump va jouer? C'est difficile de spéculer là-dessus, on peut essayer de lire, toutes sortes de signes. Bon, par ailleurs, moi, quand j'étais sur place, c'était vraiment je suis arrivé très très vite. Je suis arrivé très tôt là-bas, hem et donc c'était quelque chose qui était à peine en train de monter, et il faut mesurer que là-bas, à ce moment-là, un des problèmes, un des enjeux, c'est que le réseau téléphonique, en fait, avait quand même, heu, presque enfin, quasi disparu, en fait, localement. C'était très compliqué, donc on était moins exposés, en fait, à ce bruit médiatique-là, en étant paradoxalement vraiment sur le terrain, au cœur Mhm. de là où ça se jouait, dans un moment où, on ne savait pas même, si tu veux, exactement toutes les communautés qui avaient été touchées. Il y avait des images qui circulaient, on s'est rendu compte après coup, d'ailleurs, que certaines d'entre elles étaient contrefaites, que ça avait pu même d'ailleurs mettre, les secours sur de mauvaises pistes, et donc créer une déperdition de ressources à cet endroit-là, et cetera. Ce qu'on peut dire, enfin, moi, ce que je peux te dire pour répondre sans répondre à ta question quelque part, c'est plusieurs choses. C'est évident que la campagne Trump a vu, et ça, j'imagine que vous en avez largement parlé, une opportunité. Mhm. Tout est opportunité pour la campagne Trump, pour toute campagne, mais disons c'est une campagne qui a moins de lignes rouges, si tant est qu'elle en est. Hem, Tout est opportunité pour la campagne Trump, et celle-là était évidemment massive. Ce que je trouve le plus saisissant, c'est la manière dont, au fond, c'est une préfiguration de ce qui nous attend dans 3 à 4 semaines au lendemain de l'élection. C'est-à-dire que la masse
de désinformation, ces modalités de propagation extrêmement rapides, la manière dont on prend une demi-vérité et où on fabrique complètement, une réalité alternative de ce désastre, et on le propage d'une manière dont moi j'étais déjà en quelque sorte reparti, parce que d'autres sujets m'attendaient ailleurs et puis j'avais fait mon travail sur ce lendemain d'ouragan. Donc je suis parti sur ce qui était au départ mon tableau de marche et mon programme en Caroline du Nord, mais parce que j'ai ces amis là-bas, parce que j'avais gardé des contacts, etc., j'ai vu comment en effet, à mesure que les communications se rétablissaient, ce qui arrivait comme bruit, c'était aussi en effet donc cette masse de désinformation extrêmement agressive, pour dépeindre une réalité qui n'était pas tout à fait celle du terrain, pour quasiment mettre le, faire payer l'addition du désastre à l'administration Biden-Harris, qui d'ailleurs dans la bouche de la campagne Trump devient de plus en plus simplement L'administration l'administration Harris. Harris. Je ne sais Ouais. pas si tu as noté comme moi que Bah oui. c'était d'ailleurs quand j'étais en Caroline du Nord, lors du débat des colistiers, le nom de Biden n'a quasiment jamais été prononcé. Non, C'était je crois comme qu'il en si a, il en a parlé une seule fois. Le nom Biden a été utilisé une fois, c'est l'administration Harris, ce qui évidemment fait un petit peu, on va dire, sourire. On comprend la démarche, mais quand on connaît le rôle d'un Mmh. vice-président, hein, qu'il soit démocrate ou républicain, sur une administration, ça me fait rire des deux côtés, d'ailleurs pas rire, mais des deux côtés. Lorsque du côté de la campagne Trump, c'est utilisé que de manière péjorative, et lorsque, du côté de la campagne Biden, on donne le sentiment que tout ce qui a été fait de manière réussie, accompli par l'administration Biden, c'est l'administration Biden-Harris d'un coup, alors que dans la Bien réalité, sûr. le poste de vice-président, comme tu le sais, il est quasiment, quasiment symbolique, même s'il a son importance au niveau du Sénat, par exemple. Mais bon, voilà quoi. Petite parenthèse que je referme, je te rends la parole. Bon, Désolé de cette digression. non, 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 mais je t'en prie. Mais c'est moi qui t'ai mis sur les rails de cette petite déviation. Mais donc, euh, c'est vrai que donc voilà, c'est ce qui est frappant, c'était en effet, alors que j'étais en train de partir précisément, c'est le moment où les communications commençaient à se rétablir, où je voyais aussi que dans l'environnement des gens que je connaissais, euh, tous ces trucs qu'on a vus en fait, ces messages, enfin, pardon, je fais des anglicismes, ce messaging, cette Mhm. communication euh, très agressive, et essentiellement composée d'intox et parfois même d'images décontextualisées ou complètement contrefaites, pour en gros dire qu'il n'y avait aucune réponse fédérale, que même la réponse fédérale se mettait en travers des initiatives privées, voire saisissait en Ouais. fait les provisions et les éléments enfin l'assistance qui était apportée par des individus, des collectifs, des églises, et peut-être avec un implicite qui était que ces ressources-là seraient détournées, comme l'avait déjà été l'argent de l'État, pour le donner en gros aux migrants, ce qui est évidemment est, Faux. c'est difficile de dire que c'est 100% faux parce qu'en réalité, enfin ça l'est à 99%, ça part du fait que FIMA a de fait eu un rôle à jouer dans la réponse à la crise migratoire, mais de fait il n'y a pas eu de transfert de ressources et certainement pas Non. des ressources qui sont allouées à la réponse aux Ouais, catastrophes c'est naturelles. deux programmes qui Euh, sont complètement indépendants l'un de l'autre. donc c'est donc disons c'est plus qu'un raccourci, et c'est évidemment tout à fait intentionnel. Et la manière dont ça a été agité, évidemment depuis les figures les plus visibles de la campagne, mais aussi massivement repris par un peu l'armée en ligne finalement de la campagne Trump, euh, et tout un tas de voix comme ça. On en voit la traduction, c'est vrai que j'en ai vu la traduction rebondir par des gens très simples qui sont pas des caricatures de Trumpistes, etc., mais qui vivent dans une bulle informationnelle et, euh, et qui ont clairement infusé dans ce récit-là. Et donc, on dit, ah bah oui, c'est vrai, dans la ville d'à côté, il n'y a pas de réponse fédérale. Et puis d'ailleurs, ils prennent les rouleaux de papier toilette envoyés depuis l'État d'à côté pour donner aux migrants. C'est quand même très, très grave. Voilà. Et évidemment, derrière ça, il y a l'idée de euh, faire rejaillir, évidemment, cette image négative sur
une administration Biden-Harris, voire l'administration Harris, comme on disait, etc. Mais aussi créer de l'indignation, créer de la colère et donc de la mobilisation. Et je pense que euh, dire ça, ça nous amène, ça nous fait cheminer doucement vers ce qui devrait être notre sujet du jour. Mais Ouais, pour ouais, ouais. finir de te Non, c'est répondre, une belle transition. Mais vas-y, sur termine, sur la termine. réponse, ouais, pour finir de te répondre sur ce que tu as constaté comme moi aussi ces derniers jours d'une réponse maintenant de la campagne Harris et de l'environnement démocrate, je pense que en effet, il y a une forme de contre-attaque très claire qui est à l'œuvre, soit parce qu'ils estiment, soit parce qu'ils ont ils ont sous les yeux des chiffres, des données, des études qui leur disent qu'en effet, ce comment dire? Ce discours-là, en fait, cet axe d'attaque-là risque de porter ses fruits, en tout cas de à la fois mobiliser et d'être, simplement de convaincre, en fait, de contaminer un peu les esprits, de manière suffisamment, conséquente pour peser sur l'élection. Soit parce qu'ils se disent qu'en allumant ce contre-feu-là, justement, ils ont, ils peuvent en fait, renvoyer en fait la balle à Trump. Et donc c'était le discours, je pense de en effet ces figures de la campagne Harris que tu mentionnais tout à l'heure. J'ai vu un Pete Buttigieg aussi avait Ouais, pris la parole. ouais, sur Je Fox, sais ouais. plus si c'était dans un entretien, télé ou directement sur les réseaux ou en campagne, mais bref, il parlait soit ce matin, soit hier soir pour dire: «Mais imaginez Trump qui aurait convaincu ces gens que tout ce que l'État fédéral, ces gens qui ont tout perdu, que tout ce que l'État fédéral allait leur donner, c'était 750 $, parce que donc ça c'est un élément du discours de Trump, alors que cette aide n'est que l'allocation qui est offerte au premier jour, en fait, dès lors que les gens se font recenser comme victimes de l'ouragan, et puis ensuite d'autres programmes en fait sont censés venir quand même au secours et pallier aussi les défaillances Mhm. des assurances. Euh, mais imaginez donc, disait Buttigieg, que ces gens se soient laissés convaincre que tout ce qu'ils recevront de l'État, c'est ces 750 $. Ça veut dire que ces gens, derrière, ne vont pas se présenter aux autres guichets, en fait, ne vont pas se signaler pour bénéficier des autres aides et de l'assistance, pour le coup, considérable et qui dépasse largement ces 50 $ dont ils pourraient bénéficier. Et de fait, c'est criminel. Donc il y a à la fois, je pense, une volonté de contrer dans ce que tu décrivais, la campagne Harris, de contrer peut-être les effets néfastes, en effet, de juste ne pas laisser dire que c'est la faute à la fois de l'administration Biden et des migrants si les gens sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui partout où est passé l'ouragan, mais aussi de dire mais regardez en fait à quel point une fois de plus c'est quelqu'un qui plutôt que de régler des problèmes préfère alimenter et les peindre en noir et convaincre les gens que d'une réalité qui n'est pas la leur en fait, d'un abandon en fait, ce qui n'est pas le leur, d'une absence de secours qui n'est pas la leur, pour en tirer un bénéfice électoral. Ouais. Non, non, et pour conclure, parce qu'effectivement, c'est super intéressant, et en plus, c'est la beauté de notre émission, c'est que voilà, on profite de ta présence pour aussi avoir ton éclairage en général sur tous ces sujets-là, qui sont d'une certaine manière interconnectés. Euh, euh, Juste mon expérience à ce niveau-là, et qui ne vaut pas plus que mon expérience, c'est que tout à l'heure, tu parlais de personnes qui étaient dans la bulle, donc qui ont été contaminées. Pour bien suivre Trump et les effets de ses mensonges en ligne, euh, je vais faire une exception sur cette histoire-là. J'ai eu l'impression, pour la première fois depuis très longtemps, que les mensonges de Trump sortaient justement de sa bulle. J'ai vu sur Facebook et sur X des comptes que je suis, de gens qui ne sont pas dans cette bulle, qui ne sont pas MAGA, hein, y compris des gens qui ne sont pas MAGA, C'est vrai. avec qui ces mensonges, ces manipulations ont parfaitement fonctionné en disant voilà, c'est un scandale. J'ai même vu des messages de gens en disant bah, je suis démocrate, mais on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas choisir, on ne peut pas aider les Américains que lorsqu'ils sont de votre camp, etc. etc. Et donc, c'est là où je dis on verra dans quelques semaines les effets de ce qui s'est passé. Je trouve que les démocrates ont été lents à répondre. Comment répondre, de toute façon, à la rumeur, c'est un autre problème. Comment répondre à ce qu'a fait Musk d'amplifier tout ça. Mais sur ce sujet-là, je dis attention, sur ce sujet-là, j'ai l'impression que Trump a réussi, dans les premiers jours en tout cas, à sortir de sa bulle
sa bulle d'influence habituelle. Donc voilà, c'est juste, je veux partager mon Je rejoins expérience. Non, je rejoins absolument ton diagnostic. Moi, je l'ai vu, j'ai vu en effet ça transpirer, j'ai vu le doute s'infiltrer, j'ai vu des gens dire: «Mais quand même, on n'a toujours pas vu FEMA», donc l'organisme, fédéral, qui est censé, répondre, aux catastrophes naturelles comme celle-là. Évidemment, quand on regarde de plus près, quand on écoute les élus locaux, y compris républicains, on comprend en fait que FEMA, enfin le logo FEMA n'est pas partout, mais que FEMA, par exemple, emploie tout un tas en fait de forces sur le terrain, et que ça fait partie des ressources en fait qui sont engagées par le gouvernement pour répondre à l'urgence. C'est en fait c'est de coordonner tout en s'appuyant en fait sur le terrain en interface avec les premiers concernés, des personnes qui ne sont pas directement employées par FEMA, mais qui sont mobilisées, qui sont salariées, pour le temps de la crise, et cetera. C'est, de centraliser l'information, c'est de, hem, redistribuer, un certain nombre de ressources, à partir de là, et c'est vrai que l'absence de visibilité de FEMA sur le terrain, elle a été interprétée comme une forme de confirmation par beaucoup de gens qui, en effet, sont pas les usual suspects, Ouais, MAGA, heu, a été interprété, par des gens comme une forme de confirmation, en fait, de la campagne d'intox de Trump, et je te rejoins absolument sur ce diagnostic et j'insiste là-dessus. Je trouve qu'il y a une forme de, on peut y voir un avant-goût, une préfiguration malheureusement de ce ah, qui c'est nous attend certain, dans un mois. c'est C'est-à-dire que, certain, certain, certain. ces messages qu'on a vus circuler en boucle, et encore une fois poussés de manière très agressive par l'algorithme X, par Musk lui-même via ses retweets, et cetera, qui, disent: «Je connais une personne», évidemment anonymisée, qui est dans une des communes les plus touchées, mais on ne sait pas laquelle, et qui dit qu'ils ont utilisé, plus de 2000 body bags pour envelopper les cadavres, mais l'État fédéral ne veut pas que vous sachiez. Ou: «Je connais telle personne, tel adjoint du shérif, qui ne veut pas que je vous dise qui il est, mais regardez, voici la capture d'écran de son texto», que n'importe qui évidemment aurait pu fabriquer, et qui dit qu'on est complètement livré à nous-mêmes et c'est très grave, et tout ça c'est la faute de Joe Biden et Kamala Harris. L'équivalent de ça, ou des images de désastres, qui ont été soit manipulées, soit déplacées, etc. Ce sera dans un mois: «Oui, je connais quelqu'un qui est tombé sur des malles au fond d'une impasse qui contenaient des milliers de bulletins de vote Trump. Pendant ce temps-là, regardez, j'ai aussi reçu ce texto de quelqu'un qui est le cousin de l'adjoint de l'assesseur de tel bureau et qui a vu arriver des valises entières de bulletins Harris». C'est ce qui nous attend, et c'est ce qui nous attend, quand on voit déjà la puissance et à quel point, enfin, et l'impact dans les consciences, dans les discours, dans les rumeurs, dans les conversations, en ligne et hors ligne, de tout cela, c'est très inquiétant pour ce qui nous attend au lendemain du scrutin. Non, non, c'est certain. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on reparlera de l'utilisation en stratégie de communication, de désinformation, c'est même plus de la communication, c'est la désinformation, de ces faux textos qui est devenu vraiment la tendance forte actuelle sur les réseaux sociaux par Musk. Bah, justement, Musk, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans donc cette manière dont on va recruter, dont on va convaincre les électeurs sur le terrain, Musk est en train de faire à sa manière la même chose. Il a même déclaré, en tout cas on le lit aujourd'hui dans le New York Times, que il était prêt à aller faire du porte-à-porte en Pennsylvanie. Il a installé un QG en ce moment à Pittsburgh, donc pour être au cœur de cet État, parmi les démarcheurs sur le terrain. Il a investi lui-même sur cette opération d'aller chercher des électeurs entre 150 et 200 millions de dollars. Apparemment, d'après des sources citées par la campagne, son investissement et celui de son groupe va monter, cité par le New York Times, va monter à 500 millions de dollars. On comprend bien que du coup, il ne va pas par rapport à ce que tu viens de dire, il ne va pas se gêner d'utiliser X quand d'autre côté, il a investi 500 millions de dollars pour que ça réussisse en disant, voilà, on va utiliser au maximum cette machine à des informations. Donc,
Avant que tu nous racontes ton expérience, on peut justement commencer par la Pennsylvanie. Je voudrais juste montrer une courte vidéo de Jane Fonda. Voilà, on va commencer par quelque chose d'un petit peu plus léger, qui, elle, dans le Michigan, on a en côté de la Pennsylvanie, qui, elle, a fait ce qu'on appelle donc le canvassing, donc qui est d'aller faire du porte-à-porte. Et vous allez voir, il y a un côté politique à l'ancienne, donc où on va taper au porte-à-porte, mais en fait, ce que tu as vécu, tu vas nous parler de la Pennsylvanie, c'est que derrière ça, il y a quasiment rien qui est laissé au hasard, en tout cas par certaines campagnes. Il y a une véritable organisation de ces opérations de porte-à-porte. On regarde tout de suite Jane Fonda dans le Michigan. Oh, oh, it makes me want to cry. This is such an important Thank you for election. coming. Thank you all for I'm working. doing everything I can. It's I've never done this for a president. Uh-huh. I've done it for, I had an ex-husband who came from Royal Oak, Michigan. Ooh. I've done it for him, Uh-huh. but I've never done it for a president, but this is most important. Oh, We definitely. have to get them elected. Voilà, donc toi, tu as fait. Donc, il y a deux articles aujourd'hui que je veux mettre en avant. Évidemment, tout le monde le sait ici, mais ça vaut, c'est toujours bien de le répéter. Je vous incite à aller suivre le travail de Julien. Donc, vous pouvez évidemment, en commençant, aller le suivre sur X, vu qu'on n'arrête pas d'en parler. Donc, Thomas vous met l'adresse @Julien Gester en un seul mot. Mais évidemment, je vous conseille d'aller lire les articles de Julien pour différentes raisons. Parce que c'est comme Claire, c'est un des correspondants qui fait un vrai bon travail sur le terrain. Ses papiers sont toujours des immersions qui sont vraiment formidables. En plus, tu fais tes photos la plupart du temps. Donc, c'est vraiment une combinaison extraordinaire. Et comme je le dis, si on ne soutient pas la presse, si on ne s'abonne pas à la presse, ben, le travail que tu fais, et d'autres dans d'autres pays, mais le travail que tu fais, comme Claire, le travail qu'elle fait pour Le Point, ben, ça va disparaître. Et ce que tu as raconté en tapant, en suivant ces personnes qui sont allées taper aux portes, là, on voit quelqu'un qui le fait pour la campagne Trump, mais tu as aussi suivi ça du côté démocrate. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, lorsqu'elle va faire un article, qui va pouvoir raconter ce vécu-là. Donc, encore une fois, chers amis qui nous regardez, allez lire ces articles-là et soutenez les médias, parce que voilà, un jour cette information n'existera plus. Et donc voilà, donc tu nous as fait ce papier qui est vraiment formidable, qui est un contraste entre deux parties, donc qui est spécifique peut-être à la Pennsylvanie. C'est pas forcément la même, tu vas nous en parler, j'imagine, la même organisation de partout, où tu es allé suivre donc des démocrates et ce capitaine de la Force 47. On verra un petit peu plus tard une vidéo de recrutement, vidéo officielle de la campagne Trump pour recruter ces capitaines de zone de canvassing. C'est quoi en général ce que tu retiens de cette expérience sur le terrain? Et après, je vais te faire rebondir sur, je crois que c'est dans cet article-là, que tu as cette formule pour définir la big data qui m'a fait hurler de rire et que je trouve tellement juste, en disant la big data, c'est un mélange de données publiques, listes électorales, historiques des personnes, la manière dont elles ont voté, différentes informations qu'on a pu récupérer d'interactions avec les thèmes trumpiens. Donc par exemple, si vous allez sur Facebook et que vous likez un message sur le droit de porter les armes, bah, vous allez être identifié comme potentiellement un soutien de Donald Trump. Et puis tu dis, après, il y a toute une série de mystères et de secrets qui rappellent le secret de la sauce Big Mac. J'ai trouvé que c'était très très bien vu, parce qu'on a un petit peu ce sentiment vu de l'extérieur. Donc voilà, je t'ai présenté le sujet, j'ai mis la table en parlant de Big Mac. Bah, c'est à toi. Donc, si tu peux nous commencer ton expérience sur le terrain et puis rentrer dans le détail de cette utilisation de la Big Data. Vas-y, on t'écoute.
Bah, non, mais en fait, plutôt que d'attaquer directement par, pardon, je promets de faire vite, mais par la campagne en cours, je voudrais passer par un tout petit détour par, une expérience, en fait, qui m'a vraiment introduit à cette idée qu'au fond, ce sont dans une campagne comme celle-là, dans toute forme de campagne américaine, presque autant les candidats qui choisissent leurs électeurs que que les électeurs qui choisissent leurs candidats. C'est une expérience que j'ai eue il y a 3 ans à peu près. Je venais, ça faisait quelques mois à peine que j'avais pris ce poste de correspondant aux États-Unis, hem et je me suis retrouvé, à assister à une réunion, un brainstorm de planification stratégique d'une campagne, mais alors pas du tout une campagne présidentielle. On était en Pennsylvanie d'ailleurs justement, hem et c'était un élu local, mais de tout petit élu local. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était, élu au conseil scolaire. Je pense Ouais, qu'il était, si je me souviens bien, il était CPE dans un lycée. Il s'était fait élire au conseil scolaire de son district et l'appétit venant en mangeant, il avait, il nourrissait de plus grandes ambitions pour lui-même et il souhaitait se faire élire à l'assemblée, à la chambre, des représentants de Pennsylvanie. Donc ça, je pense que les gens qui suivent ton émission le savent pour la ouais. plupart, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'avec le feuilleté, administratif et institutionnel américain, on s'y perd. Mais donc chacun des États, a son propre, parlement, on peut dire, en quelque sorte, son propre congrès. Donc le congrès américain, le congrès fédéral des États-Unis, à Washington, c'est la chambre, le Sénat, et de la même façon, alors ça dépend d'un État à l'autre, parfois il y a une chambre, parfois il y en a 2, mais souvent, il y a une version miniature, en quelque sorte, de ça dans chacun des États, qui donc correspondent à des circonscriptions avec des territoires plus petits. Et donc ce type souhaitait faire campagne, en l'occurrence, il se présentait, on était vraiment, au tout en bas de la chaîne, il se présentait à la primaire républicaine pour être le candidat des Républicains à représenter son district à la Chambre de Pennsylvanie. Bon, il s'avère que sa campagne, fera long feu et bon, c'est pas forcément ce qui nous occupe aujourd'hui. Ce qui m'avait frappé, c'est donc qu'il se retrouvait, c'était la deuxième ou troisième réunion depuis qu'il avait décidé de faire campagne. Il avait rassemblé autour de la table des gens qui avaient plus d'expérience que lui de la politique à une échelle, un peu au-delà de son conseil scolaire. Il y avait son meilleur ami qui était un peu, son copain geek en quelque sorte, qui était là pour, aider sur la dimension technique et la discussion en fait au départ, tournait autour, ils avaient face à eux un iPad, une tablette, avec une carte de, la circonscription, du district et des petits, points, des petites épingles, Ouais. sur chaque maison. Et quand il cliquait, il y avait un certain nombre d'informations qui s'affichaient. Et j'étais un peu saisi. À l'époque, ils étaient dans une démarche de collecte de signatures pour montrer que sa candidature à la primaire était soutenue par un certain nombre de gens. Donc encore une fois, on parle vraiment bah, pas du niveau En bas de zéro, mais en tout l'échelle. cas le Ouais, plus ouais. bas échelon de la politique politicienne. Hem et j'avais été frappé par ça, me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ces données en fait? Elles viennent d'où exactement?» heu et on m'avait expliqué que ces données étaient publiques, il suffisait de les acheter. Ah, ça coûtait très peu cher, j'ai plus le montant en tête, c'est l'affaire de quelques dizaines de dollars, et ces gens déjà donc ils sont encore une fois, on parle pas de la campagne à 1 milliard de dollars de Kamala Harris, Ouais. on ne parle pas, des, centaines de millions de dollars qu'Elon Musk va mettre, via son comité d'action politique au service de la cause Trump. On parle vraiment de gens qui, dans, l'arrière-salle d'un bar, se retrouvent autour d'une tablette et disent: «Voilà, on peut pas, se disperser. Qui sont les gens qu'on veut cibler?» Et là, ils se retrouvent donc face à cette carte. Alors ils avaient acheté les données, c'est eux-mêmes, c'est le copain geek en l'occurrence, qui avait placé ça sur une carte. Mais toute campagne digne de ce nom aux États-Unis dispose de ça, de ce plan de bataille. Et en gros, ils avaient le nom, l'âge, l'adresse, l'affiliation à un parti de chacune des personnes dans le district, l'historique de participation aux élections. Aux États-Unis, le vote est secret, évidemment. Personne ne peut, en théorie, voilà, rentrer dans le secret pour qui vous votez. Mais en revanche, la question de quand vous votez, lors de quelle élection, est une donnée publique. Et donc ça, déjà, ça donne une indication, heu, aux campagnes qui souhaitent vous cibler comme électeur,
de est-ce que vous êtes quelqu'un de très engagé dans les processus démocratiques? Est-ce que vous votez à chaque élection? Est-ce que vous votez seulement aux élections présidentielles? Est-ce que vous votez seulement aux élections présidentielles à très fort taux de participation? Et déjà, ça définit un profil. Par ailleurs, je parlais de l'affiliation à un parti, ils ont accès évidemment à si vous changez d'affiliation à un parti. Dans la zone de Pennsylvanie où je me trouvais, ça présentait un enjeu parce que la type qui se présentait et faisait partie d'une catégorie d'électeurs pennsylvaniens qui est considérée comme un peu cruciale dans les derniers grands cycles électoraux présidentiels, puisque Trump avait gagné l'élection en 2016. Beaucoup de gens considèrent, c'est une manière, il y a toutes sortes de manières de lire le résultat d'une élection, mais que c'est finalement l'affaire de quelques dizaines de milliers d'électeurs démocrates, jusqu'ici démocrates, des gens qui avaient voté à 2 reprises pour Obama, Ouais. qui en passant du vote Obama au vote Trump, ont fait basculer le plus grand des swing states, la Pennsylvanie, au bénéfice de Trump et lui ont permis de gagner l'élection. Le type qui se présentait, en l'occurrence, était un ancien démocrate, devenu républicain, trumpiste relativement convaincu, pas forcément fan de la personnalité, du caractère de Trump, mais tout à fait convaincu que ses politiques étaient celles qui lui convenaient le mieux pour le devenir du pays. Et donc cibler précisément ces personnes, aller frapper aux portes de ces personnes qui étaient d'anciens démocrates, désormais enregistrés comme républicains, ça lui permettait d'aller directement à un électorat potentiellement captif et tout à fait en adhésion avec ce que lui-même, à sa toute petite échelle, était susceptible de proposer. Et donc c'est ça, voilà, j'ai pris ce détour et ce retour en arrière, mais pour dire un peu, moi j'avais été stupéfait en fait de découvrir ça. Je savais, je me faisais pas d'illusions par rapport au fait qu'aux États-Unis, évidemment, il y a beaucoup moins de régulation de la manière dont les données sont collectées, sont exploitées, circulent et sont vendus et utilisés au détriment. Je savais déjà, je m'étais rendu compte quelques semaines plus tôt que j'avais un ami qui avait un accident de voiture, qui devait récupérer le rapport de police pour son assurance. Quand il avait appelé le commissariat, on lui avait dit non, mais il faut que vous alliez sur le tel site internet qui était celui d'une boîte privée et vous rentrez juste la date de l'accident et vous allez le trouver. Et vous payez 45 $ pour obtenir le rapport de police. Ce qui dit quand même à quel point une information aussi qui en France, en Europe, évidemment, resterait Du domaine du strictement privé, bien dans, sûr, évidemment, bien sûr, ouais. du domaine privé, mais surtout du domaine des institutions. Enfin, ça ne circulerait qu'entre les principaux intéressés Ouais. et des institutions publiques. Là, ce sont des données qui étaient gérées, qui circulaient via des organes privés dont on ne cerne pas forcément mal exactement quels sont les remparts à des fuites et de ces données. Euh, donc c'était ma première expérience en âme innocente de, de cette... Quelques années plus tard, aujourd'hui, en ayant un peu à la fois suivi, travaillé sur les campagnes de candidats lors des midterms il y a 2 ans, au Congrès, etc. Mais surtout aujourd'hui, sur les deux campagnes présidentielles, le constat que je fais, c'est qu'en fait, ce qui me paraissait fou et terriblement high-tech, évidemment, de la part de ce petit candidat pennsylvanien, est évidemment le niveau, pour le coup, zéro de l'exploitation de données et de cette manière dont, j'en reviens un peu à cette formule, mais qui, je pense, est assez vraie. Dans une campagne, au fond, les candidats choisissent leurs électeurs. Ils travaillent avec des ressources, des moyens, on évoquait les montants. Récemment, on a su il y a quelques jours que la campagne Harris avait en quelques mois passé ce cap fou du milliard de dollars de dons Dedans? reçus. Ouais. Ils travaillent avec ces moyens considérables, mais il y a un enjeu, au fond, dans un pays aussi vaste, et puis à optimiser, en quelque sorte, l'utilisation faite de ces ressources, que l'on parle d'argent, que l'on parle de temps ou que l'on parle de bras, que ce soit ceux, des employés ou des bénévoles qui se joignent à la campagne pour, aller à la rencontre des lecteurs potentiels. Donc il y a des stratégies qui sont définies par les campagnes. Qui souhaite-t-on atteindre? À quel moment de la campagne? C'est pas forcément la même, d'ailleurs, le même calendrier qui est suivi d'un État à l'autre par la campagne Harris. Ça, j'ai pu le constater entre la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Et par ailleurs,
la campagne Trump elle-même suit des logiques extrêmement différentes, une stratégie différente de la campagne Harris. À la fois dans son organisation, où la campagne Trump et le Parti républicain ont relativement désinvesti le terrain. Lorsqu'il y a eu la reprise en main, on s'en rappelle, au printemps, du Parti républicain au niveau national par, en gros, le clan Trump, avec l'arrivée notamment de Lara De Trump l'arabe, ouais. à la Mmh. coprésidence du parti. Ils ont largement désinvesti, en fait, les moyens mobilisés sur le terrain pour les reporter vers la formation, le recrutement censé s'assurer de la légitimité des Ouais, élections, avec des avocats, ouais, etc. recrutement d'avocats, ouais. Avocats et de formation d'observateurs électoraux, Mmh. de gens qui sont là pour, une version des choses, c'est de dire, surveiller, une autre, on verra, mais potentiellement, interférer, bordéliser, en fait, le Processus. scrutin et le dépouillement de ces résultats. Heu et donc, par exemple, il y a clairement il y a un clair désavantage et désinvestissement stratégique de la campagne Trump sur le terrain par rapport à Kamala Harris qui a, dans un État clé comme la Pennsylvanie, 3 à 4 fois plus de bureaux de campagne installés sur le terrain et y compris dans des endroits où les démocrates jusque-là n'allaient pas ou assez peu. Il y a eu un vrai virage chez les démocrates ces dernières années, un changement de culture dans la manière dont ils partent à la poursuite, à la chasse aux électeurs. Hem, Jusque-là, ils concentraient leurs efforts en considérant que un bureau de campagne dans une zone où on va, dans le meilleur des cas, avoir 10, 15, 20, 30% des gens qui sont susceptibles de voter pour les démocrates, c'est des moyens qui sont mal investis. Donc on va se concentrer. Donc là, je parle évidemment des zones rurales, qui sont généralement majoritairement acquises aux républicains, et c'est un phénomène qui n'a fait que s'accélérer au cours des 40 dernières années, et encore plus depuis l'ascension de Trump. Donc on pourrait caricaturer en disant que finalement, la victoire dans un État tient à l'équilibre à la fois d'investissement, de mobilisation et de vote et de population entre des villes qui votent très majoritairement démocrates, des campagnes qui votent très majoritairement républicains, et des banlieues qui swingent un peu au milieu. Et que, enfin voilà, c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'électorat des banlieues comme un peu une ligne de L'électorat clé, front ouais. un peu décisive. Bon, ça c'est une manière un peu de schématiser les choses, mais quelque part, les campagnes démocrates l'ont beaucoup fait aussi ces 15-20 dernières années. Et il y a un changement de culture par rapport à ça. En Pennsylvanie, typiquement, les démocrates, jusqu'à 4 ans, se concentraient sur, et c'est ce qu'avait fait, on peut dire l'erreur aujourd'hui, de la campagne Clinton, en particulier, se concentraient sur les zones urbaines et périurbaines des deux gros pôles métropolitains que sont Philadelphie et Pittsburgh, et puis la Pennsylvanie plus rurale au milieu était complètement désinvestie, en se disant bon, bah, les démocrates retrouveront le chemin des bureaux de vote d'eux-mêmes, et il n'y a pas assez de swing voters ou d'électeurs en balance, en jeu, finalement, pour aller mettre des moyens considérables à cet endroit-là. Ça a changé. Euh, Ça a changé d'abord via les campagnes en Pennsylvanie de Josh Shapiro pour le poste de gouverneur il y a 2 ans. À un degré moindre, John Fetterman aussi, qui avaient tous les deux ce discours traduit en actes, surtout par Shapiro. Fetterman avait une campagne un peu particulière qui était liée aussi au fait qu'il a eu un accident de santé majeur. Ouais. Mais on va partout. Chaque vote compte dans chaque comté, etc. Et là, clairement, la campagne Harris a décidé d'emboîter le pas de cette stratégie. Et donc, moi, je parlais par exemple aux responsables démocrates d'un comté du centre de la Pennsylvanie, la plus rurale, euh, on est vraiment en terre amish, très agricole. euh, et, euh, et c'est un comté qui vote très significativement plus pour les républicains historiquement. Biden avait surperformé là-bas il y a 4 ans en étant le premier démocrate à faire aussi bien, mais en perdant quand même assez nettement le comté en Mmh. question. Euh, et donc ce directeur du Parti démocrate dans ce comté me disait
on a 2 bureaux de la campagne Harris qui ont été lancés là, avec des salariés, des gens qui coordonnent les opérations de campagne. Et ce n'est pas que c'est plus qu'avant, c'est que je n'avais jamais vu en 30 ans d'engagement dans le Parti démocrate de ce comté, je n'avais jamais vu un bureau de campagne chez nous. Donc il y a une volonté d'occuper le terrain, d'être présent, d'avoir une stratégie coordonnée, qui est déployée à l'échelle de l'ensemble de l'État et qui s'adresse à l'ensemble des électorats, de cet État. Alors que la campagne Trump, elle, est beaucoup moins présente, et se repose beaucoup plus sur, des organisations, ou des structures, tierces, alliées, peut-on dire, parmi lesquelles le comité d'action politique d'Elon Musk. De Musk, ouais. Il y en a d'autres, Il y a un Turning Point activiste en aussi, ouais. Pennsylvanie qui Ouais. existe, voilà, Turning Point. Il y a un activiste trumpiste qui est très visible en Pennsylvanie qui s'appelle Scott Presler, qui a sa propre organisation et voilà, qui mène des opérations de terrain, très agressives pour enregistrer, ce qu'ils pensent être des électeurs républicains potentiels sur les listes électorales, faire passer des anciens démocrates donc en républicains, aller chercher des électeurs qui, motiver des électeurs qui n'avaient pas forcément vocation à participer au scrutin et les convaincre de voter pour Trump. L'inconvénient de cette stratégie-là, déjà le premier, il faut le dire, même s'il faudra y apporter des nuances, c'est que légalement, ces structures tierces n'ont pas le droit de se coordonner avec, Ouais, la campagne. ouais. Légalement. Alors, je sais très bien que tu sais comme moi que par ailleurs l'organisme régulateur a finalement assez peu de poids. On voit bien que Musk, donc qui est à la tête de cette organisation, surfinancée par ses propres soins au service de Trump, n'a pas de problème à se pointer en Pennsylvanie, rencontrer Trump, converser avec lui. Et donc qui est là pour dire que, il n'y a pas d'échange, de coordination entre les 2 campagnes? Mais ça produit quand même des effets. C'est-à-dire que ce démarcheur d'ailleurs que vous avez, à l'écran là en photo que j'ai suivi, pendant plusieurs heures à faire du L'ancien porte-à-porte, menuisier, toujours d'ailleurs je crois, hein, ouais, ouais, toujours, ouais, en tout cas, ouais. heu, Ah oui, qui utilise ça pendant ouais, ses qui est un week-ends, c'est vrai. prédilecteur, un ancien, Libertarien. un ancien libertarien. Ouais, c'est terrible. Hem, mais donc ce type, me disait, un peu, bon, en rigolant, mais heu, comme un aveu quand même à un moment donné d'inefficacité, que sa propre boîte aux lettres est en permanence remplie de tracts, pro-Trump. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils savent pas tout à fait, il y a potentiellement plusieurs organisations qui vont aller frapper aux mêmes portes et qui sont pas les portes, si tu veux, où il y a un enjeu, où aller frapper. Hem, Mais c'est une stratégie, excuse-moi de pour t'interrompre Julien, autant mais c'est une stratégie qui est quand même super risquée du côté de Trump parce que j'en ai parlé avant que tu arrives, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet et on considère que ce porte-à-porte, c'est toujours ça reste aujourd'hui la manière la plus efficace de recruter, de convaincre des électeurs. Plus que les pubs, plus que ce milliard dont on parle qui est utilisé pour être présent sur YouTube, plus que des émissions, plus que des débats, c'est ce travail-là. Et on a le sentiment quand on te lit, c'est que oui, c'est super organisé, présence sur le terrain massive depuis longtemps, hein, qui a commencé il y a presque un an du côté des démocrates. Et puis cette espèce de programme complètement fou chez Trump de dire voilà, venez recruter des électeurs pour nous. Maintenant, on vous paye. Donc ça, c'est la nouvelle étape. Mais avant ça, vous allez gagner des points qui vont vous permettre de gagner des t-shirts, qui vont vous permettre de gagner des casquettes. Et quand c'est pas nous qui le faisons, on va demander à des organisations à l'extérieur de faire ça. Et on voit encore dans cet article aujourd'hui du New York Times sur Musk que l'idée de Musk, c'est de dire, bah, tiens, on va recruter un électeur qui va aller recruter un autre électeur, qui va aller recruter un autre électeur. Normalement, ce sont des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et comment on peut expliquer alors, je sais qu'il y avait un côté financier qui n'intéressait pas le Parti républicain, mais comment on peut expliquer que la campagne Trump prenne ce risque aujourd'hui d'une absence sur le terrain donc, ils occupent les médias, ça c'est certain. Trump est le maître dans l'occupation des médias. Mais comment on peut expliquer cette absence relative, en tout cas, sur le terrain? relative, ouais, ouais, ouais. Je pense pas qu'on puisse parler vraiment d'absence. Je pense qu'il y a un investissement moindre et en effet, il y a l'idée de se reposer sur des structures tierces. C'est un pari. En fait,
ça a à voir, et c'est le point que je voulais aborder juste après, en fait, avec le fait que les feuilles de route suivies par les deux campagnes ne sont pas du tout les mêmes. Les électeurs qu'ils souhaitent atteindre ne sont pas du tout les mêmes. Pour schématiser rapidement, du côté démocrate, c'est quelque chose que me disait aussi le patron des jeunes démocrates. Alors jeunes, c'est moins de 45 ans, démocrates de Pennsylvanie. On parle pas des démocrates au lycée ou voilà, mais donc en gros, il y a l'idée que on va commencer chez les démocrates par s'attaquer à ce qu'ils appellent les persuadable voters, c'est-à-dire des électeurs qui sont pas acquis, mais qu'on est susceptible de convaincre et de faire basculer dans le qu'on est susceptible d'amener aux urnes et pour voter idéalement pour, pour démocrates, en l'occurrence. Ils vont commencer ce travail-là parce qu'ils considèrent que ce travail est plus long, qu'il faut leur donner plusieurs visites, qu'il faut les sensibiliser, qu'il faut leur faire passer le message, qu'il faut d'abord qu'ils s'ouvrent à l'idée de s'intéresser à la candidature Harris ou aux autres candidatures démocrates sur le bulletin de vote. Et puis voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, bon, si ce travail-là n'a pas porté ses fruits, peut-être que ces gens ne sont finalement pas si persuadables que ça, Ouais, ils ont été mal que la persuasion identifiés. il n'y a pas d'espace pour ça. Et donc, ils vont concentrer leurs efforts sur des opérations qui sont tournées vraiment vers la participation, vers la mobilisation d'un électorat pro-démocrate. Les élections, elles se jouent à deux endroits, majoritairement. En gros, il y a d'une part l'enjeu de convaincre des gens qui ne sont pas forcément acquis. Ces gens-là, il y en a de moins en moins. Quand on parle des centaines de millions de dollars engagés par les deux campagnes, et ce n'est pas une hyperbole de ma part, c'est des centaines de millions de dollars, sur le seul État de Pennsylvanie, il faut avoir à l'esprit que c'est dans l'optique de convaincre 3% de voteurs, d'électeurs. On considère qu'il y a 3% des électeurs qui sont susceptibles de basculer d'un vote à l'autre. Et le reste, c'est l'autre part essentielle, c'est de la mobilisation. C'est en gros l'idée que dans ces temps extrêmement clivés, extrêmement partisans, la majorité de l'électorat est déjà acquis plus ou moins à un camp. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement voter, mais ça veut dire que s'ils doivent voter, s'ils doivent sortir de chez eux le 5 novembre ou d'ici là, dans le cadre du vote anticipé, ce sera pour voter pour ce camp et pas pour l'autre. Et le deuxième temps, des 2 derniers mois, en gros, et on y est là à fond, de ce travail de campagne sur le terrain, il est très centré chez les démocrates sur l'idée de mobiliser à fond leur base et au-delà, et les gens qu'ils auront persuadés de pencher du côté des démocrates. Dans Ce n'est certains pas du anciens tout démocrates, certains anciens républicains, il faut le noter. j'ai un peu travaillé sur la question d'ailleurs en Pennsylvanie. Ce n'est pas du tout la ligne suivie par la campagne Trump et reproduite par les organisations tierces donc, qui s'y sont associées et qui travaillent en son nom. La campagne Trump fait un pari, en effet très risqué, de cibler plus spécifiquement ce qu'ils appellent en anglais les low propensity voters, c'est-à-dire des électeurs qui ont une plus faible probabilité que la moyenne d'aller voter. C'est des gens qui sont peu engagés démocratiquement. Et c'est là, typiquement, que la data, les données vont rentrer, vont jouer à plein régime. C'est-à-dire qu'ils vont cibler des électeurs exclusivement, évidemment, républicains et indépendants, à l'exception de certaines zones de l'État où il a été identifié que beaucoup de démocrates, un nombre croissant de démocrates, notamment issus des classes populaires blanches, des classes, des groupes de gens, d'électeurs qui ont été particulièrement touchés par la désindustrialisation, par le, la fermeture de certaines industries d'extraction, notamment charbon, etc., et qui sont clairement des gisements d'électeurs qui, s'ils n'ont pas déjà fait tout le chemin, sont prenables pour Trump. Donc, dans certains territoires très précis, ils vont aussi cibler des démocrates en croisant avec des,
des données sur le revenu médian de telle zone, sur le niveau de diplôme moyen, et en l'occurrence, il vit un électorat non diplômé qui est en train quand même de se déporter massivement vers le camp Trump. Mais donc massivement, donc indépendants, républicains et démocrates de certaines zones. Si possible, ça donne un ordre de priorisation en quelque sorte. Ils vont prioriser des gens qui ont déjà eu une forme d'engagement identifié vis-à-vis de Trump. Donc, est-ce qu'ils se sont inscrits à un meeting dans l'État? Est-ce qu'ils ont ouvert une newsletter? Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, s'ils se sont inscrits à une formation qui est proposée, pas forcément d'ailleurs sous bannière Trump, mais pour surveiller, pour apprendre à superviser le vote et les élections. Donc ces gens-là, on va leur donner un indice supplémentaire qui va faire qu'on va les cibler plus spécifiquement, et on va aller frapper aux portes de ces gens qui votent peu fréquemment, mais dont la campagne Trump fait le pari que s'ils arrivent à les mobiliser, ils peuvent faire basculer une élection qui, on le sait, en Pennsylvanie, va être vraisemblablement extrêmement serrée. Ça s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix en 2016 en faveur de Trump. Ça s'est joué à 70-75 000 voix, si ma mémoire est bonne, en 2020 en faveur de Biden. Et donc, c'est en jouant sur ces marges que l'élection peut tout à fait basculer. Et je pense, ça n'est pas formulé comme ça, mais mon analyse, en tout cas, la compréhension que j'ai de ce choix très risqué, parce que quand on concentre autant d'efforts et de ressources vers des gens dont qui sont identifiés précisément par le fait qu'ils participent peu aux élections, on prend un risque. De la même façon que la campagne Trump se dit il y a un truc à jouer pour eux en visant un jeune électorat noir, un jeune électorat latino masculin, dont ils se disent qu'ils sont prenables par rapport aux générations précédentes qui étaient plutôt acquises aux démocrates. Mais là, il y a un risque énorme puisqu'on sait qu'il y a peu de segments de l'électorat qui sont aussi volatiles et aussi peu fiables en termes de participation aux élections. C'est des gens qui vont répondre à un sondage et qui, un mois plus tard, ne vont pas aller voter. Nécessairement. C'est vraiment, il faut insister sur ce point, sur cette notion vraiment d'aller chercher donc de risque. C'est que d'habitude, une campagne en termes de sûreté, de sécurité, mais aussi en termes de coûts, va choisir des cibles qui sont plutôt des likely voters, où on estime que par rapport à leur historique, ils vont voter. Là, l'avantage, c'est que c'est ce formidable réservoir de voix que d'ailleurs Obama avait utilisé d'une certaine manière, surtout en 2008. Donc c'est de se dire, on va aller chercher des électeurs qui sont anti-élite, anti-système, qui justement par rapport à ça ne votent pas. Ça coûte très cher. Et puis on n'a pas la garantie que ces gens-là vont aller voter. Donc le risque, mais s'ils votent, c'est exactement le genre de révolution qui permet de changer, au moins pour un scrutin, la carte politique, complètement. Et donc, je pense, voilà, pardon, c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'on fait régulièrement ce constat quand on regarde les sondages, quand on regarde les projections, du fait que Trump a à la fois un plancher très haut et un plafond très bas. Et c'était vrai de 2016 à 2020, ça s'est vérifié par la suite de différentes manières. En gros, ça tourne autour de 46%, on le sait dans les sondages. Voilà. Et le pari qui est fait par la campagne Trump, clairement, en tout cas c'est ce que je lis dans ces stratégies, c'est l'idée qu'ils ont une base extrêmement à la fois acquise, motivée, qu'ils n'ont pas besoin forcément d'aller mobiliser comme les démocrates doivent aller chercher et rappeler aux différents segments de leur coalition que en fait, il faut sortir de chez soi et aller voter pour les démocrates. En gros, le cœur de base trumpiste, acquis à Trump, il sait déjà, ça fait 4 ans qu'il attend ça. Les différents péripéties de cette campagne, entre les tentatives d'assassinat, la convention républicaine, tout le discours trumpiste autour d'un coup d'État anticonstitutionnel qui aurait débouché sur le débarquement de Biden au profit de Harris. Tout ça est venu leur rappeler en fait qu'ils vivaient dans un monde incroyablement injuste et défavorable
au peuple trumpiste, et donc ils n'ont pas besoin qu'on vienne les chercher pour aller voter. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la primaire, mais Trump, c'est aussi, ça c'est le côté le plancher est haut, mais Trump sait aussi que le plafond est bas et que cette base surmotivée ne suffit pas à gagner un scrutin à participation élevée. Le scrutin, dans l'hypothèse d'un duel avec Biden, s'annonçait un scrutin à participation historiquement basse. Les électeurs n'avaient pas envie du remake de ce duel. Ils n'étaient pas motivés, la majorité, par ces deux candidats au-delà des noyaux durs des bases. Et ça pouvait bénéficier à Trump, dont la base, le cœur de base, est beaucoup plus motivé, en théorie, que ne l'était le cœur de base démocrate face à une candidature Biden. Tout ça a changé. On ne va pas refaire tout le film, Non. mais pour tout un tas de raisons. On se dirige à nouveau plutôt vers un scrutin, peut-être pas avec un niveau historique de participation, mais en tout cas une participation élevée. Et ça, c'est problématique pour Trump. C'est difficile pour Trump parce qu'il fait face à une équation qui est totalement différente. Et donc, pour repousser, pour crever ce plafond, en quelque sorte, ce plafond qui est bas parce que Trump est évidemment cette figure clivante, parce que Trump est cette figure qui, même lorsque la primaire républicaine est pliée depuis des semaines, des mois, que Nikki Haley s'est retirée, Trump est cette figure qui motive quand même des gens à sortir de chez eux un mardi pour aller déposer un bulletin de Nikki Haley, des républicains, pour dire on ne veut pas que ce type incarne notre force politique conservatrice, notre parti. On ne se fait pas à l'idée que ce soit le chef de file de notre camp et on veut marquer le coup. Trump a besoin, pour compenser ses pertes dans son camp, pour compenser le fait que sa base très motivée n'est pas extensible à l'infini à l'intérieur de l'électorat, enfin ce que tu appelais à raison les likely voters, il est obligé de s'en remettre au pari d'aller chercher un électorat volatile, peu fiable, peu engagé démocratiquement, mais qui, s'il sort de chez lui, va complètement changer en fait le rapport de force et s'ajouter à cette base très motivée. Ouais, c'était déjà Encore une fois, presque c'est son pari en 2020 le aussi, camp Harris. avec l'électorat rural. Tout à fait. Le camp Harris, c'est l'inverse. C'est on va attaquer la campagne tôt, enfin la campagne de terrain, par l'idée d'aller parler aux gens, les sensibiliser à notre campagne. Bon, alors là, il y a un petit changement en cours de route, mais la campagne Biden devenue campagne Harris, leur parler des idées, de ce pourquoi on défend, de ce qu'on défend, de ce bilan important législatif dont tous les fruits ne se sont pas encore matérialisés dans la vie des Américains, mais qui est considérable, transformateur. En tout cas, c'est le discours qui est porté. Mais une fois qu'on aura fait tout ce qu'on peut pour intéresser ces gens à l'élection au prisme de la candidature démocrate, il va falloir concentrer les efforts sur des gens dont on sait qu'ils vont aller voter, enfin qui sont intéressés par cette élection, mais dont il faut leur rappeler simplement que justement, il ne faut pas oublier d'aller voter. Non, Et pour faire ce travail-là, ils s'appuient eux aussi évidemment sur des données considérables. C'est là qu'on en vient à la recette du Big Mac. Donc là, moi, je vais dire les choses d'emblée, je n'ai pas percé ni la recette du Big Mac, ni l'algorithme de la campagne Harris. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il s'appuie à la fois donc, sur ces éléments dont on parlait tout à l'heure, que n'importe quelle petite campagne peut acquérir vis-à-vis en s'adressant aux États au prix de quelques dizaines de dollars. Donc, où sont les électeurs de quel parti? Enregistrés comment? Quel âge ont-ils? À quelles élections votent-ils? Mais ils vont croiser ça avec d'autres données. Ils vont croiser ça évidemment avec un historique d'interaction avec l'environnement, là pour le coup démocrate. Ils vont croiser ça ils vont récupérer des données, par exemple, lorsque vous voulez mettre une motion référendaire sur le bulletin de vote. On a beaucoup parlé ces dernières années des votes référendaires dans tel État, sur l'avortement par exemple, sur le fait d'autoriser, de protéger ou de faire interdire l'avortement. On a vu les mobilisations d'ailleurs que ça a suscité dans des États très conservateurs en faveur du droit à l'IVG, au Kentucky, Kansas, l'Ohio, etc. Pour arriver à mettre ces motions sur le bulletin de vote, il faut recueillir des signatures en général. Ces signatures, elles laissent une trace quelque part. Elles disent que vous êtes engagé à ce moment-là, à un moment donné, pour cette question. Pas forcément, d'ailleurs, pour dire « je suis favorable à ceci », mais pour dire « je pense que le peuple de mon État
l'électorat de mon État devrait être amené à se prononcer là-dessus. Il y a une petite ambiguïté, mais ça dit quand même un intérêt pour cette question. Cette question, donc ça peut être le droit à l'IVG, ça peut être la dépénalisation de la marijuana, Marijuana, ouais. ça peut être une réforme constitutionnelle à l'échelle de l'État, qui touche à différentes choses, voilà. Bon, tout ça, c'est des données évidemment qui sont très faciles à croiser avec les fichiers qui disent déjà que vous êtes un électeur de sexe masculin de 47 ans, qui vote plutôt exclusivement lors des élections présidentielles, mais de manière relativement fiable quand même lors des cycles présidentiels, que vous avez été enregistré républicain à l'âge de 25 ans, mais que vous avez basculé démocrate en 2017, ce qui dit quelque chose de votre rapport à Donald Trump éventuellement. Ça n'est qu'un exemple. Ça n'est qu'un exemple, mais ça définit un profil et ça dit à quel moment de la campagne on veut s'adresser à vous et potentiellement en quels termes on veut s'adresser à vous. Là-dessus se greffent des applications maintenant que tous les démarcheurs ont sur leur téléphone, qui sont reliés à une base de données centralisée par le Parti démocrate, mais partagée aussi avec tout un tas d'organismes partenaires, associés, progressistes, qui défendent différentes choses, que ce soit les droits civiques, les inscriptions sur les listes électorales en Géorgie, ou les politiques environnementales dans l'Ouest américain, le fait de sensibiliser les électeurs à ça. Tous ces gens-là utilisent les mêmes outils, partagent les données et font remonter des données, puisque les démarcheurs de porte-à-porte que j'ai suivis, que ce soit en Pennsylvanie ou en Caroline du Nord, lorsqu'ils rencontrent les électeurs, ils leur apportent un fascicule avec tous les éléments pour qui voter, quels sont les candidats démocrates, les encourager à voter pour l'ensemble des candidats démocrates sur le bulletin de vote. En Caroline du Nord, il y a un effort au long cours qui est engagé pour faire basculer les cours de l'État, les cours, notamment la Cour suprême, donc en votant pour des juges démocrates pour rétablir des majorités démocrates dans l'État d'ici 2030, qui est l'échéance du prochain référendum. Et avec chaque référendum, il y a un redécoupage de la carte électorale. Et aujourd'hui, la carte électorale de Caroline du Nord en particulier est particulièrement sujette à ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire une manipulation, le charcutage des circonscriptions, dans l'optique, là aussi, que ce ne soit pas les électeurs qui choisissent leurs élus, mais les élus qui choisissent leurs électeurs, de sorte à bénéficier au maximum, optimiser le vote républicain, en l'occurrence, puisque c'est une législature républicaine en Caroline du Nord, qui détient une super majorité, donc qui lui permet de passer au-dessus du veto du gouverneur démocrate de Caroline du Nord. C'est un gouverneur démocrate parce que les électeurs parfois pratiquent ce qu'on appelle le split ticket, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voter forcément uniformément pour tous les candidats d'un parti, ils vont voter par exemple massivement, vraisemblablement en Caroline du Nord, beaucoup de gens vont voter pour Donald Trump, mais ne vont pas voter pour Mark Robinson, le fameux candidat autoproclamé Black Nazi au poste de gouverneur. Ils vont vraisemblablement voter pour Stein, qui est le candidat démocrate. Donc là, c'est un cas de split ticket qui a abouti à ce type de croisement. Ce que les démarcheurs, en l'occurrence, veulent éviter, c'est des gens qui, parce qu'ils ne s'intéressent pas trop à la politique, ne savent pas trop qui sont les candidats locaux ou pour tel ou tel poste, ne cochent que le nom de Kamala Harris en haut du bulletin et laissent le reste vierge. Ils veulent absolument que ces gens votent pour l'ensemble des candidats démocrates, et notamment au poste de juge, pour que, en obtenant des majorités dans les cours, dans les tribunaux, et notamment donc, cette Cour suprême de l'État de Caroline du Nord, à terme, donc d'ici 2030, on puisse procéder à un redécoupage de la carte électorale. Donc ça, c'est un des enjeux de ce porte-à-porte. Mais l'autre enjeu, et c'est là que j'en reviens aux applications, c'est d'interroger les électeurs, d'engager un dialogue avec eux et de leur dire bonjour, quelles sont en gros les questions qui guident votre vote dans cette élection? Quels sont les enjeux qui vous importent le plus? Et donc de cette conversation, enfin de ces réponses, va découler une conversation qui va permettre à un démarcheur bien entraîné, habile dans ce qu'il a à faire, de conduire évidemment la personne à se dire: «Mais oui, bien sûr, il faut que je vote pour Kamala Harris, mais aussi l'ensemble des démocrates sur le bulletin de vote pour qu'on réponde à mes préoccupations premières». Mais ces préoccupations, elles vont aussi être reportées dans l'application à l'issue de chaque interaction, ce qui va permettre aux personnes suivantes qui vont avoir affaire à cet électeur, à cette électrice, de savoir en fait que dans ce cycle électoral, cette personne-là
avait ses préoccupations données, exprimait que son souci premier, c'était l'inflation, c'était l'environnement, c'était les droits reproductifs. Et ça va permettre non seulement, évidemment, d'avoir une idée claire de qu'est-ce que finalement ces électeurs potentiels est susceptible d'être persuadés ou plus ou moins acquis déjà au vote. C'est une autre donnée qui est sur l'application, c'est est-ce que vous avez senti que cette personne était gagnée d'avance pour aller voter, avait même peut-être déjà déposé son bulletin ou participé au vote par correspondance, et donc ça dit qu'il y a quand même un niveau d'engagement démocratique, de modification, etc. Mais est-ce que vous sentez que cette personne est encore à persuader d'aller voter, mais qu'elle va voter pour Kamala Harris? Ou est-ce que vous pensez que cette personne, il faut encore la persuader de faire le choix de cette candidature-là plutôt qu'une autre, etc. Donc ça, c'est un indice qui est aussi donné, bon, c'est l'appréciation des démarcheurs. Mais tout ça, donc au-delà du profilage de chaque électeur, en fait, qui en découle dans ces bases de données énormes, qui sont croisées évidemment avec d'autres données qui sont achetées à ce qu'on appelle des data brokers, qui vont vous dire que les gens de telle région qui votent comme ci, ou qui cliquent comme ça, fréquentent plutôt cette chaîne de fast-food, consomment cette marque de vêtements, sont préoccupés par telle question, etc. Tout ça est agrégé. Et donc, au-delà de ces profilages individuels, ça permet de faire une carte aussi des préoccupations du vote. Et donc, pour des campagnes futures, de ciseler en quelque sorte la communication, les logiques, les stratégies de campagne en fonction de démarchages extrêmement précis. Ouais, et Et sans, donc là, on est vraiment à milieu de comment si ça renvoie finalement le choix de diffuser tel spot. Et pourtant aux États-Unis, il y a des marchés, on le sait, il y a des marchés publicitaires locaux. C'est-à-dire que vous regardez la même émission de la même chaîne de télévision, si vous la regardez depuis Pittsburgh ou depuis Kansas City, vous n'allez pas voir les mêmes pubs. Et c'est pas le même prix aussi, évidemment. Si vous êtes à Pittsburgh, votre vote vaut très cher. Et donc le spot de pub va, voilà. Mais quand bien même il y aurait ce fléchage géographique en fonction des différents marchés publicitaires, télévisuels et médiatiques, ça renvoie finalement le fait de diffuser un spot à la mi-temps d'un match de football euh, ouais. ou avant telle émission d'information suivie à une forme finalement très préhistorique de c'est vraiment tiré au plomb par rapport Un tir de au ciblage précision. laser. Ouais, exactement. Voilà, et, et là-dessus se rajoute une autre. Alors, ça, c'est une application qui s'appelle Van, mais ils exploitent une autre application euh, qui permet de suivre d'autres stratégies, et notamment une qui est vraiment en train de s'imposer dans cette campagne, qu'ils appellent pour le coup le relational organizing. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de traduire organizing en français. Je ne sais pas si tu as trouvé Non, non, la non, ça formule fait partie parfaite, de mais ces mots et ils ont l'air super simples et en fait, non. ouais, c'est ce qui relève finalement toujours d'une forme de militantisme, de fait de mobiliser à l'intérieur d'un groupe donné. Alors, est-ce que c'est un groupe électoral? Est-ce que c'est à l'intérieur d'une entreprise? Les syndicats pratiquent l'organizing. Mais donc, au fond, c'est voilà, une forme on pourrait traduire ça par une forme d'activisme ou de militantisme, donc relationnel. Et c'est cette idée que, et tu l'évoquais rapidement tout à l'heure avec la stratégie de mise en avant par la PAC de Musk, euh, cette idée que finalement, envoyer des démarcheurs, parler à des inconnus, dans un monde où les gens communiquent de moins en moins avec l'extérieur, ne décrochent plus leur téléphone quand ils ne connaissent pas le numéro, ont le geste quasi maintenant automatique, c'est comme s'ils avaient un adblock mental, un bloqueur de publicité mentale, d'effacer les SMS, les mails, qui relèvent d'une forme d'arrosage par les campagnes, sans même aller lire, les ouvrir, enfin tomber dedans, comme tu dois en recevoir comme moi à peu près Oh 45 oui. par jour de toutes les campagnes possibles. Donc voilà, que les gens ont développé plus de résistance à tout ça et que finalement, il n'y a rien de plus efficace qu'un ami qui vous appelle, un ami, un voisin, un collègue, qui vous dit, écoute, il faut qu'on parle de Kamala Harris. Et cette idée du relational organizing, donc une forme de militantisme relationnel, c'est cette idée on va investir les gens qui se présentent à nous comme souhaitant participer, aider la campagne, d'une mission un peu différente. On va leur dire, c'est très bien d'aller taper à 1000 portes par semaine, avec, tu l'évoquais tout à l'heure, dans le cas de la campagne Trump et des capitaines
C'est tout ce système de récompense, de gratification, de si tu tapes à 10 portes, on te donne un t-shirt, si tu tapes à 45 portes, on te donne une casquette et le titre honorifique de capitaine. Puis si tu tapes à 1000 portes, peut-être qu'on t'invitera à Mar-a-Lago ou à l'inauguration de Trump, ce qui n'engage, voilà. Mais au-delà de ça, dire voilà, tout ça c'est très bien, mais tu vas installer cette autre application sur ton téléphone, tu vas synchroniser la base de données de l'application avec tes contacts téléphoniques et ils vont dire ah mais telle personne que tu connais, c'est quelqu'un qui nous intéresse parce qu'il est dans nos registres et il est profilé comme ci, comme ça. Est-ce que tu ne pourrais pas, parmi ces personnes qui nous intéressent, en choisir 10 et vraiment te consacrer à avoir une vraie conversation profonde avec cette personne et avec ces 10 personnes. Et une fois que tu auras gagné du terrain, convaincre ces 10 personnes d'en faire autant, de rejoindre la campagne Harris, de rejoindre la campagne Trump. Mais c'est quelque chose qui a plutôt été développé dans les campagnes démocrates, qui était bourgeonnant en 2020. Il y a notamment une responsable de la campagne Biden dans le Wisconsin, de la campagne sur les réseaux sociaux et en ligne de Biden, qui était vraiment quelqu'un qui a cette réputation d'avoir des méthodes très innovantes et qui a participé à aiguiser ça. Et aujourd'hui, ça a été développé avec ce système d'application et étendu à l'échelle de la campagne dans la plupart des États clés. Mais même au-delà, dans des gens qui veulent participer depuis des États où il n'y a pas d'enjeu électoral, on sait déjà, dans l'État de New York, que Ouais. les démocrates vont gagner. C'est déjà, s'il y a des démocrates en Oklahoma qui veulent participer, que ça ne sert à rien de convaincre leurs voisins à l'Oklahoma, c'est pas là que ça se joue. Mais qu'en revanche, s'ils connaissent des gens en Caroline du Nord, s'ils connaissent des gens en Arizona, c'est là qu'il faut avoir des conversations. Et l'application va leur permettre, en synchronisant ça, de voir si les gens à qui ils souhaitent s'adresser sont par exemple, des likely voters ou des low propensity voters, dont on parlait, ces électeurs peu probables, avec qui il y a un enjeu à faire cet effort supplémentaire pour aller les chercher. Oui, c'est exactement ce que fait Musk aussi en Pennsylvanie. Et on le voit, ce qu'il a commencé dimanche dernier, tu as dû voir passer ça, cette pétition pour soutenir la Constitution en disant, voilà, recommandez quelqu'un. Donc, c'est pas vous signer directement cette pétition, mais si vous nous recommandez quelqu'un qui vit dans un État clé et qui est inscrit sur les listes électorales, résultat, on va vous donner 47 $. D'ailleurs, ils se sont rendus sur place pour aller taper aux portes des gens qui avaient signé la pétition pour leur donner ces 47 $ en cash pour faire de la communication. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, au lieu d'aller, même si on a la data qui nous permet normalement de cibler des électeurs, au lieu de perdre du temps, finalement, le bouche à oreille le plus efficace, c'est celui de collègue à collègue, amis, membres de la même famille. Et vraiment, ce dernier mois de campagne, les centaines de millions de dollars investis par Musk sont uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Ce dernier couloir de campagne va être vraiment marqué par ça. Mais il y a aussi, et là j'en reviens peut-être à l'étape un peu précédente, mais tu évoquais tout à l'heure les républicains qui vont voter pour Harris, et la manière dont la campagne Harris cible un certain segment de l'électorat républicain historique. Alors, il faut dire que ça participe du fait qu'on est dans un de ces moments où on parle de réalignement, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution de segments démographiques entre les deux partis. Et c'est un processus qui prend des années et qui, des fois, se cristallise plus fortement sur une élection que sur une autre. On peut penser que 2016 a été le début de ce réalignement, que Trump a incarné ou a bénéficié en cristallisant sur sa personne un mécontentement et un rejet ou un sentiment d'abandon par un certain électorat populaire, blanc, défavorisé, qui jusque-là votait démocrate, qui avait voté pour Obama, j'en parlais tout à l'heure avec ses électeurs, notamment de l'Est de la Pennsylvanie. Mais ce réalignement, il s'opère dans l'autre sens. C'est-à-dire que la figure de Trump, l'effet qu'il a eu sur le parti républicain, sur ses valeurs, sur ce qu'il défend, sur les politiques qu'il met en avant, sur la rhétorique de ce parti et de ses élus, puisque Trump n'est pas une île, évidemment. On a assisté depuis 2016, en fait, à chaque cycle électoral, des républicains old school, qui n'avaient pas particulièrement ma sympathie, ont été remplacés par des républicains New School. Et aujourd'hui, ce parti est celui de Trump. Mais si Trump devait disparaître demain, ce qu'il a
le grand ravalement qu'il a opéré sur pas seulement la façade, mais les fondations aussi du parti républicain sont là pour rester. Et beaucoup d'électeurs républicains et conservateurs historiques ne s'y sentent plus chez eux. Et donc ils restent parfois républicains ou enregistrés comme tels, ou alors ils se réenregistrent comme indépendants parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, ils se sont construits toute leur vie contre les démocrates, à se dire qu'ils sont devenus maintenant des électeurs démocrates. Mais il y a des pans entiers de l'électorat républicain historique qui sont clairement aujourd'hui en train de suivre le mouvement inverse à celui que je décrivais tout à l'heure et de rejoindre, en tout cas pour le temps de cette élection, les rangs du vote démocrate. Et ça, c'est quelque chose dont la campagne Harris est très consciente comme d'un enjeu majeur. Et donc, et ça on me l'a confirmé, y compris l'une des deux co-directrices de la campagne Republicans for Harris et Nikki Haley Voters for Harris en Pennsylvanie, qui est une ancienne directrice locale du parti républicain, m'a dit: je n'ai jamais vu une campagne électorale engager des moyens tout court, mais en l'occurrence, et quels moyens, des moyens considérables, pour aller chercher, non pas pour aller motiver ses propres électeurs, non pas pour aller chercher des électeurs indécis, mais pour aller chercher des électeurs de l'autre camp. Et pour leur dire, vous n'allez vraisemblablement pas voter pour Donald Trump, mais il y a un enjeu supérieur à ce que non seulement vous ne votiez pas pour lui, mais à ce que vous sortiez de chez vous et que vous fassiez ce truc qui peut vous paraître contre nature, mais qui consiste à voter pour une candidate démocrate, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de ne pas voter pour Donald Trump, vous devez voter aussi contre lui. Et donc il y a aujourd'hui un pan, une sous-branche, et qui sont quasiment des organisations autonomes, mais qui pour le coup sont alimentées, nourries en moyens à la fois financiers, logistiques et data de la campagne Harris, qui sont ces entités, les républicains pour Harris, qui s'adressent à des électeurs bien particuliers. Et là encore, évidemment, ils considèrent qu'ils n'ont pas le temps et le moyen d'aller frapper à toutes les portes des républicains de l'État, puisque l'écrasante majorité va quand même vraisemblablement voter pour Donald Trump. Et donc, c'est pour ça que je faisais le lien avec ce dernier temps, ce dernier mouvement de la campagne, lorsque je rencontrais ces organisations qui sont en train d'ailleurs là de monter en puissance. On a vu avec le début de tournée de Liz Cheney, entourée avec d'autres anciennes collaboratrices, enfin pour le coup d'anciennes collaboratrices, d'anciennes membres de l'administration Trump-Pence, qui aujourd'hui sont déterminés à empêcher sa réélection, comme Cassidy Hutchinson par exemple, qu'on avait vu témoigner contre lui dans le cadre des commissions du 6 janvier contre l'assaut du Capitole. Mais donc cette campagne-là des républicains pour Harris attendait encore, quand j'y étais début septembre, que la campagne Harris, qui menait ce travail d'affinage vraiment des données, leur dise voilà quelles sont exactement les portes auxquelles vous devez frapper, c'est-à-dire par un ensemble de recoupements entre les données individuelles des électeurs, où est-ce qu'ils habitent, leur revenu, le revenu médian du quartier, etc., leur genre, leur âge, en disant en gros, par un système de déduction, de décantation en fait de toutes les données et de recoupement de toutes les données qu'on dispose, on pense que s'il y a 1000 portes auxquelles vous devez frapper, en ayant un maximum de chances que derrière se trouve quelqu'un qui est un républicain, qui lors de la primaire a voté pour Nikki Haley, et pas pour Trump, alors même que Nikki Haley s'était déjà retirée de la course au moment de la primaire de Pennsylvanie. Voilà quelles sont ces 1000 portes. Et il me disait, ça va faire drôle aux démarcheurs, parce que les démarcheurs ont l'habitude, en général, on leur donne 4 rues, et puis dans chaque rue, il y a 4 ou 5 portes auxquelles frapper. Là, on me disait, c'est tellement fin, le ciblage est tellement précis, parce que c'est tellement... on cherche vraiment à contacter, à rentrer en contact, à engager la conversation avec tellement un type d'électeur extrêmement... réduit à un périmètre extrêmement étroit. Donc l'électorat républicain non trumpiste qui aurait potentiellement voté pour Nikki Haley, que les démarcheurs vont potentiellement faire une porte et puis ensuite voir sur leur application, ah bah j'ai 5 km de route à faire jusqu'à la prochaine. Voilà. Mais l'enjeu est considéré comme c'est considéré comme potentiellement crucial, parce que en Pennsylvanie,
150 000 personnes, encore une fois, dans ce contexte très particulier d'une primaire où Trump était déjà donné gagnant, s'était déjà assuré recevoir l'investiture. 150 000 personnes, et ce n'est pas une primaire ouverte en Pennsylvanie, ce sont exclusivement les Les républicains républicains, qui ouais. votent lors de la primaire républicaine. C'était dit qu'il y avait un enjeu à aller voter pour Nikki Haley, qui n'était plus en course. 150 000, c'est 2 fois la marge de victoire de Biden en Pennsylvanie en 2020. Non, et ce qui est complètement ironique, c'est qu'on est en train de se rendre compte que la primaire républicaine, en fait, c'est devenu une sorte de ruée vers l'or en termes de données pour les démocrates, et que finalement, ce qui va peut-être permettre à Kamala Harris d'emporter la Pennsylvanie, c'est la primaire républicaine qui lui a permis d'identifier ses électeurs. Pour conclure, parce que je sais qu'on a dépassé allègrement le temps, et puis c'est des sujets tellement intéressants qu'on pourrait Ouais. encore continuer pendant des heures. Pour conclure, et tu peux tu ne peux pas répondre. Deux, tu peux répondre par oui ou par non. Ou trois, tu peux prendre le temps d'expliquer ta réponse. Est-ce que tu as le sentiment que cette stratégie sur le terrain, d'aller chercher ces électeurs républicains qui sont opposés à Trump, est-ce que tu penses qu'elle fonctionne? C'est difficile à dire. Moi, j'ai trouvé, en interrogeant plusieurs personnes engagées dans la campagne, dans cette organisation Républicain for Harris, j'ai trouvé des gens très organisés, très déterminés, très compétents dans cette initiative. Est-ce que pour autant, il y a un réel enjeu à... Est-ce que pour autant, il y a tant d'électeurs que ça qui sont en jeu? C'est-à-dire des gens qui ont voté, des républicains, des électeurs républicains qui ont voté pour Nikki Haley pour marquer le coup, mais n'allaient pas aller jusqu'à voter pour Kamala Harris ou à l'époque pour Joe Biden, afin de s'opposer, d'aller au bout de cette opposition à un retour de Trump à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, est-ce que parmi ces gens-là, est-ce que la distribution faite entre des gens qui, de toute manière, pour qui c'était l'étape naturelle de voter contre lui lors de cette élection, quel que soit le candidat démocrate en face, quel que soit le discours de cette candidature démocrate, la distribution entre ces gens qui vont s'opposer à Trump dans le cadre d'une primaire républicaine, mais vont peut-être pas quand même jusqu'à aller pour voter pour un ou une démocrate, donc vont rester chez eux. C'est toujours ça de vote que Trump n'aura pas, mais ça ne permettra pas forcément à Kamala Harris de faire la différence. Et puis enfin, ces gens qui à l'époque voulaient marquer le coup, protester, dans un scrutin au fond dénué d'enjeux, mais qui au final vont rentrer à la maison parce que ça va, on va quand même pas voter pour des démocrates. Puis bon, Trump, il est pas si pire, et blablabla. Voilà. Ou envie qu'on réduise leurs impôts. Voilà. Mais donc c'est très difficile là de dire si au fond cet effort-là, il ramène vraiment des électeurs dans le camp Harris qui n'auraient pas trouvé le chemin des urnes et du bulletin Harris d'eux-mêmes, ou qui auraient été qui aura plutôt incliné à faire autre chose. Pour autant, quand on regarde les chiffres, voilà, j'en reviens au fond à ce que je disais à l'instant, ça paraît évident qu'il y a un gisement de gens qui manifestement ne sont pas acquis à Trump, qui jusque-là, c'est la question des deux campagnes. On a un périmètre de gens, alors plus facile à motiver, avec probablement moins de défections, en tout cas depuis la base trumpiste première côté Trump, mais aussi plus réduit, un périmètre plus réduit et peut-être moins de potentiel de croissance, parce que candidature plus clivante à l'échelle de l'ensemble de l'opinion et de l'électorat. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre au bout pour franchir la ligne d'arrivée, pour dépasser l'autre. Et clairement, à cet endroit-là, il y a un gisement d'électeurs, et donc voilà, oui, pardon, c'est là que je voulais en revenir à ce que je disais. Bon, marge de victoire de Joe Biden en Pennsylvanie, et qui encore une fois l'État où en perdant c'est très compliqué pour la campagne Harris et c'est quasi impossible pour la campagne Trump. 75 000 en 2020 pour Biden, ça se joue à ça. Voilà, c'est
moins de 2% c'est même, je sais plus, excusez-moi, j'ai plus Non, j'ai c'est plus le moins de chiffre deux en pour tête, cent, c'est mais je moins crois de que 2%. Ah ouais, non, ça c'est sûr que c'est moins de 2%, mais est-ce que c'est 1,3, 1,4? Je crois que c'est par là. ouais, 1,3, 1,4% du vote à l'époque, 75 000. Nombre d'électeurs qui ont voté en avril ou en mai dernier pour Nikki Haley lors de la primaire républicaine, donc d'électeurs républicains, on ne pourra jamais assez insister là-dessus, 150 000. Donc c'est vrai que c'est simple. Si vous arrivez à convaincre on comprend que la campagne Harris y voit une opportunité et se disent qu'il faut engager le maximum pour arriver à ça. Si vous arrivez à convaincre la moitié de ces gens de ne pas voter pour Trump et l'autre moitié de voter pour Harris, la victoire est dans cet état si décisif, peut pas être très loin. non, non, Est-ce que ouais. ils vont y arriver? C'est impossible à dire. Non, non, exactement, et c'est pour ça que ça a été important aussi de voir, au-delà de ce qui est fait sur le terrain, on a vécu ça depuis des semaines. Ça a commencé d'ailleurs quand Biden était... Parce que tout ça, c'est pas mal hérité de ce que Biden a créé sur le terrain aussi, ce que sa campagne avait mis en place, avait identifié d'ailleurs. Donc cette idée de processus de permission où on a entendu des républicains de plus en plus importants, jusqu'à Liz Cheney, avec l'espoir d'avoir peut-être Mitt Romney, ça va être compliqué, mais d'avoir Mitt Romney en dernière minute. Et donc ce processus de permission qui permet de dire aux électeurs républicains, non, allez-y, vous n'allez pas perdre votre âme, c'est important de placer le pays au-dessus du parti, allez voter, parce que effectivement, si mathématiquement il y a une partie, pas la totalité, hein, mais une partie de ces électorats-là, et c'est pas que le cas en Pennsylvanie d'ailleurs, c'est le cas dans l'ensemble des États clés. L'Arizona, par exemple, ça va être quelque chose d'extrêmement important. La Géorgie aussi, la Caroline du Nord aussi, même si, comme tu l'as dit, c'est le deuxième État le plus rural aux États-Unis, donc c'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, si ce pari réussit et qu'il y a, je crois que dans le sondage du New York Times, le dernier, ils indiquaient qu'il y avait peut-être potentiellement 9% des électeurs républicains qui étaient prêts à faire ce transfert. Je crois qu'il y en avait déjà 5 ou 6 sous Biden. Si la campagne Kamala Harris arrive à doubler ça, et c'est pas forcément des chiffres qui apparaissent dans un sondage, parce que justement, il y a une partie vote secret aussi, où on n'ose pas forcément le dire quand on va faire ce vote-là. Si c'est réussi, ça pourrait lui permettre même de remporter d'autres États avec une certaine marge de confort. Donc c'est vraiment un enjeu capital. Il y a Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a deux choses qui me semblent très significatives, évidemment, et je pense que tu l'as largement abordé à l'époque. Lors de la convention démocrate à Chicago, il faut toujours avoir à l'esprit qu'une convention de parti aux États-Unis, ça n'est pas une université d'été, ça n'est Non. pas une agora où les différentes voix du parti viennent se confronter, débattre, etc. C'est une pure machine de communication qui est coordonnée par la campagne, en l'occurrence de la personne qui brigue la présidence pour le parti. Donc, clairement, derrière ce qu'on appelle la convention du Parti démocrate, il y a un programme, un panel de voix, de messages qui sont pensés, mûris, vérifiés et passés au tamis de la campagne de Kamala Harris. Et le choix frappant à ce moment-là qu'avait fait la campagne Harris, frappant à défaut d'être surprenant, avait été de placer sur scène, et c'est rare, un certain nombre de républicains, de voix, de figures du Parti républicain, des Trumpistes repentis, des républicains défroqués, Adam Kinzinger, Ouais, Adam Kinzinger qui Geoffrey était intervenu Duncan. juste avant Kamala Harris, hein, donc le même jour, c'est pour dire Absolument, l'importance. ouais. À l'époque, on s'était dit, tiens, il aurait pu y avoir presque Liz Cheney. Bon, elle a fini par rejoindre le train Harris tout récemment et de manière très visible et probablement dans un timing qui a été pensé. Mais à l'époque, Duncan, donc, qui est cet ancien vice-gouverneur de Géorgie, avait eu cette phrase, et c'est vraiment le message qu'essaie de faire passer quand tu parles de ce processus de permission, de donner, de faire franchir le pas à des gens qui se sentent pas, qui se sentent peut-être trop identitairement antidémocrates pour aller plus loin que ne pas voter pour Trump. Mais leur dire non seulement il faut que vous ne votiez pas pour lui, mais il faut que vous votiez pour Kamala Harris, que vous franchissiez
ce pas-là. Et Duncan avait eu cette phrase, il avait dit « Votez démocrate si vous êtes républicain, votez pour Kamala Harris cette année en tant que républicain, ça ne fait pas de vous un démocrate, mais un patriote. » Et c'est le cœur du message que veut faire passer la campagne. Et l'autre chose que je voulais simplement dire en écho à ce que tu viens de dire très justement, c'est que là, en l'occurrence, c'était Duncan, c'était Kinzinger, mais depuis, ce qu'on voit beaucoup mis en avant, ce sont des femmes républicaines. Alors, je pense que ça tient à la fois au profil des défections, qui sont peut-être plus significativement des femmes, qui, pour un ensemble de raisons, peut-être sur lesquelles on n'a pas forcément besoin de revenir, mais fuient le giron trumpiste et voient des raisons de s'y opposer. Mais je pense que c'est significatif et qu'il y a probablement quelque chose de stratégique dans cette mise en avant de ces profils-là, dans ce moment-là, parce que quand tu parles de ce vote secret, je pense qu'une des cibles de la campagne Harris, très clairement, ce sont des femmes républicaines, dans des foyers républicains, qui vont peut-être aller voter pour elle sans forcément le revendiquer à la table du dîner. Alors, on est d'accord et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre et c'est une raison supplémentaire de prendre les sondages avec des pincettes, comme il y a eu ce vote secret en 2016 pour Donald Trump, donc un vote un petit peu honteux, y compris aussi en 2020. Donc voilà, ça va Je être pense aussi extrêmement intéressant. Oui, que vas-y. juste un peu sur les sondages, mais on parle beaucoup du vote secret et c'est une réalité. Je pense que ce qu'on vient de décrire en est un reflet, enfin une manifestation évidente. Mais il faut jamais oublier que les sondages, en particulier aux États-Unis, avec leur approche quantitative, avec la manière dont ils peuvent s'appuyer sur des données identitaires, démographiques et données tout court, on a suffisamment parlé aujourd'hui, pour profiler en fait les gens auxquels ils s'adressent beaucoup plus finement qu'on peut le faire même ne serait-ce que légalement en France, où les lois informatiques sont beaucoup plus restrictives et drastiques. Il faut jamais oublier que les sondages ne modélisent pas la population du pays ou d'un État. Ils modélisent une idée que se font les instituts de sondage à un moment donné, sur la base de différentes données, d'études d'opinion, d'anciens scrutins, etc., une idée de ce que va être l'électorat le jour du scrutin. Un scénario. Parce qu'on sait bien que tous les groupes démographiques, en fonction de leur âge, de leur genre, de la communauté à laquelle ils appartiennent, ne sont pas engagés démocratiquement, ne sont pas motivés, etc., à égalité. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a tant d'hommes latinos dans un électorat donné qu'il faut leur donner cette masse-là dans la modélisation que va faire le sondage. Donc, le sondage s'appuie. L'échec des sondages en 2016, c'est l'échec évidemment à obtenir des réponses franches de ce qu'on appelait ce vote secret de gens, ce vote honteux, de gens qui n'allaient pas forcément dire qu'ils allaient franchir le pas pour voter républicain, qui n'étaient pas forcément prêts à dire qu'ils allaient voter pour ce candidat qui était tant stigmatisé dans la sphère publique, dans les élites, les institutions, les médias. Mais l'échec aussi des sondages, est-ce qu'on peut leur en vouloir, je ne sais pas, mais c'est d'avoir su lire ou anticiper, aurait-il pu le faire, j'ai un doute, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce réalignement, c'est-à-dire ce fait qu'il y a des transferts d'électorat entre les partis, entre différents groupes démographiques. Enfin, il y a des groupes démographiques qui vont passer, on pense dans un scrutin donné qu'on a besoin d'avoir tant d'électeurs issus de la communauté africaine-américaine parce que c'est leur poids dans une élection, mais il nous échappe que pour telle ou telle raison, cette communauté africaine-américaine va être beaucoup plus engagée, va beaucoup plus peser qu'elle va le faire d'habitude, ou moins, par exemple. Et l'échec, pour le coup, des sondages en 2022, lorsqu'ils promettaient la vague rouge, ou lors de diverses élections spéciales, par exemple, ça a été de sous-estimer le poids dans les échantillons qu'ils construisaient. Donc, à l'intérieur de ces échantillons, le poids de groupes démographiques, de groupes de forces électorales, qui normalement sont peu engagés et qui ont été beaucoup mobilisés, on le sait, par la question du droit à l'IVG. Voilà. Donc, il y a par exemple beaucoup plus de femmes blanches, historiquement plutôt conservatrices, qui allaient voter dans une élection qui présentait en théorie peu d'enjeux lors de précédents scrutins pour elles, qui n'étaient pas forcément engagées, et qui allaient non seulement voter, mais qui allaient voter pour des démocrates. On est d'accord.
On est d'accord. Waouh, Julien, en tout cas, désolé pour le temps qui a filé, mais bon, j'avais pas l'impression que je te tenais en otage non plus. Donc, c'était, non, c'est vraiment fascinant et c'est effectivement une plongée. À un niveau, et c'est ce qui est formidable dans cette émission, lorsque des personnes comme Claire, comme toi, comme Jean-Marc Léger viennent, c'est que on va plus loin que les apparences de ce qu'on lit d'habitude et ce qu'on voit sur la campagne. Évidemment, en parlant de lecture, je vous suggère, je vous demande à toutes et à tous de vous abonner au compte sur X de Julien et puis d'aller lire ses papiers. On n'a pas pu explorer celui sur la Caroline du Nord, qui en plus on va la montrer parce que tu es allé à un lieu dès que j'ai commencé à lire cet article et que tu as commencé ton article pour parler d'une des photos les plus emblématiques des années 30. On va voir la photo originale qui est aussi dans l'article. Je me suis dit, waouh, c'est super de prendre cette opportunité d'un papier politique pour en fait rendre hommage à ce cliché-là. Donc voilà, c'est la richesse aussi des articles de Julien, c'est qu'il y a toujours un environnement autour de l'histoire qui fait que c'est une véritable plongée au sein des États-Unis. Donc vraiment, merci Julien. Et puis Merci. j'espère que d'ici la campagne, d'ici l'élection, on va se reparler. Écoute, on va voir depuis où et quand, mais avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci. À très vite, Julien. Prends soin de toi. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte et aller lire les articles dans Libé. Vous allez vous régaler. C'est formidable. Salut. Salut William, merci. Voilà, sincèrement, c'est des sujets qui me fascinent tellement, hein, ce mélange de utilisation de données, de stratégie, hein, qui montre que rien n'est laissé au hasard. On est loin, on est très très loin de ces opérations de communication où on se met sur un marché en France et on espère, en donnant des tracts, que on va tomber sur un électeur. Donc cette utilisation de la donnée, donc de big data, mais pas que, de ces stratégies en disant, bah, tiens, on va prendre un risque, on va aller chercher ces électeurs, on va en prendre un autre, on va aller chercher ces électeurs. Et du coup, lorsque on met tout ça bout à bout, alors, on comprend mieux cette campagne. Et c'est vraiment les enjeux de notre émission, c'est de vous amener au-delà des apparences, au-delà des expertises de plateau, de vous dire non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus fascinant, beaucoup plus intéressant. Donc merci à Julien. J'ai quelques petites vidéos justement sur ce, y compris quand ça se passe mal. On va voir ça de ces opérations sur le terrain, on va voir ça. Mais juste avant, je voudrais remercier, heureux de voir que vous avez aimé ça, heureux de voir vos réactions dans le chat. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous étions uniquement sur YouTube. Vous le savez, X nous a coupé le bec. Hop, donc voilà, donc je voudrais d'abord remercier Richard depuis Montréal. Merci beaucoup Richard pour ton super sticker. Merci également à Chile. Je t'ai vu intervenir plusieurs fois. J'ai vu passer des remarques, des questions.
peut-être 3-4 fois. En tout cas, merci beaucoup de ton soutien. Également à Yves qui nous dit que les explications de Julien sont très importantes pour la compréhension des stratégies électorales. Et oui, et c'est vraiment ça que j'aime bien, que j'aime beaucoup avec Julien, ça a été la manière de prendre ce qu'il voit sur le terrain, hein, donc ce qu'il voit, les personnes qu'il a rencontrées, les personnes qu'il a suivies, et comment, en partant de là, on peut extrapoler sur une stratégie plus générale, une stratégie nationale. Et d'un coup, son expérience sur le terrain permet d'éclairer les choix aujourd'hui de Kamala Harris. C'est d'autant plus important que souvent on lit, entre autres sur certains comptes plutôt francophone, plutôt de l'aile gauche, qui se revendique plutôt dans une aile gauche de la politique américaine, hein, des comptes qui étaient très clairement, il y a quelques années, pour Bernie Sanders, et qui regrette ce tournant vers la droite de Kamala Harris en disant mais au lieu d'essayer de séduire Liz Cheney, elle ferait mieux de répondre sur la question palestinienne. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, elle a une position de toute façon là-dessus, mais elle devrait faire ça, elle devrait plutôt s'adresser à la gauche. Dans la réalité, lorsque on regarde la donnée, lorsque on regarde les données, on voit que les démocrates, et c'est pareil du côté de Trump, c'est ce que nous disait Julien, que Trump sait qu'il n'a pas besoin d'aller motiver sa base. Sa base, ça fait 4 ans qu'elle attend d'aller voter. Et du côté de Kamala Harris, le premier mois, son arrivée dans la campagne a justement permis d'assurer 94 à 96% des électeurs démocrates qui vont voter pour elle. Donc de manière complètement pratique, parce qu'une élection, ce n'est pas qu'un choix idéologique, c'est un choix pratique. De questions pratiques, elle n'a plus besoin d'aller chercher sur sa gauche, elle n'a plus besoin d'aller chercher des électeurs démocrates qui vont voter pour elle en opposition à Trump, très souvent, mais parce qu'aussi, ce qu'elle incarne, ce renouveau, l'idée du futur, et donc, pour elle, c'est crucial en ce moment, comme vous l'a montré Julien, d'aller chercher des nouveaux électeurs, et parmi ces électeurs-là, hein, il vous a donné ce chiffre complètement fou de ces 150 000 électeurs républicains enregistrés comme républicains qui sont allés voter pour Nikki Haley alors que la campagne était déjà terminée. Donc voilà, du coup, ces éclaircissements qui partent du terrain pour vous faire comprendre pourquoi Kamala Harris préfère passer une journée avec Liz Cheney, ou pourquoi, lors de la convention démocrate, on a préféré donner la parole à des républicains que donner à des paroles, ce qui est un scandale à l'époque, donner parole à une représentante du vote arabo-musulman aux États-Unis. C'est parce qu'on est dans cette logique-là. On dit que le vrai réservoir de voix dans ces États clés, y compris en Caroline du Nord, qu'on essaye de faire basculer. Je vous rappelle que la Caroline du Nord, Trump a gagné par 1,4% des voix en 2020. C'est 74 000 voix. 74 000 voix. Et donc les démocrates se disent, OK, entre les changements démographiques sur la Caroline du Nord, qui fait que les villes comme Raleigh, comme Charlotte, ont explosé ces derniers temps, et une partie des électeurs républicains qui ne souhaitent plus voter pour Donald Trump, on peut peut-être aller gagner là. Et donc, vraiment, c'est pour ça que je voulais vraiment que Julien revienne nous raconter ça, parce qu'on part du terrain pour comprendre, pour éclairer cette campagne, et c'est un éclairage que vous n'avez pas ailleurs. Et exactement, c'est une émission reconnue d'utilité publique. Donc merci Yves, j'imagine, en tout cas YV, j'ai vu des îles qui est passé parmi nous. Merci la vaguelette en chef Bruno, merci Bruno. On va tous essayer de former une belle vague, exactement. Gray Oliver aussi qui est passé par là et qui nous dit que c'était une émission hors de l'ordinaire. Non, c'est vraiment l'idée. Et en plus, c'est de laisser le temps, parce que vous avez compris, que ce sont des concepts qui sont clés, et 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 qui sont c
qui sont essentiels, mais qui sont complexes. Et c'est l'avantage d'avoir sa plateforme ici sur YouTube, d'avoir le soutien, de savoir que vous êtes de plus en plus à vous abonner à notre chaîne. C'est qu'on prend le temps pour expliquer, pour comprendre, pour décrypter. Donc voilà, merci Jérôme pour ton message. On va faire une pause tout de suite et puis je vais vous montrer des vidéos sur le terrain. À tout de suite.